Merci à tous, surtout aux personnes à distance, si vous nous entendez. Donc, du coup, on va lancer ce rétex officiel, surtout final, euh, pas plus officiel que les officiels aussi. De cette expérimentation, on a donc eu des ateliers ce matin. Aujourd'hui, on va faire enfin là maintenant, on va faire un retour un peu plus formel, on va dire, ou en tout cas un peu plus à plat. Euh, je vais, sans trop de transition, laisser la parole à Ella qui va faire un mot d'introduction. Merci Sou. Je vais essayer d'être rapide pour laisser la place à ce qui a le plus de valeur, c'est-à-dire vos retours sur la base de l'expérimentation qui a été mise en place. Pour nous, à chaque fois que Sou venait dans les bureaux en disant «Ah, j'étais avec les établissements expérimentateurs et ils m'ont dit ça, 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 ça», on avait des étoiles dans les yeux parce que ça va faire maintenant plus de 4 ans qu'on travaille à essayer de faire en sorte que d'abord les comptes Mon Espace Santé existent. Ça a été un chantier titanesque avec les collègues de l'assurance maladie, puis qu'il ne soit pas vide. Et nous sommes petit à petit en train d'arriver au fait que ça puisse servir aux établissements, aux professionnels dans la prise en charge, la préparation des admissions ou la consultation de l'historique médical d'un patient qui arriverait aux urgences, par exemple. Donc, on est super ravis de commencer à avoir vos retours. Merci d'avoir accepté aussi de tester l'accès en consultation au dossier médical en l'état, c'est-à-dire pas parfait, via le web PS DMP, avec parfois aussi des petites difficultés qui sont apparues au cours de l'expérimentation. Je pense notamment avec les sujets de recherche du patient par trait, etc. Pour nous, ça fait vraiment partie de notre ADN, de notre manière de faire en construisant ces nouveaux outils, d'essayer de le faire avec les praticiens qui vont les utiliser demain. Donc vraiment, tout ce que vous nous partagez est extrêmement riche dans la phase qui s'ouvre au niveau du développement du numérique au niveau national, puisque le développement de l'accès en consultation au dossier médical pour les professionnels, c'est au cœur de la vague 2 du Ségur qu'on est en train de lancer petit à petit. Donc, tous les retours que vous pourrez nous faire, ils nous aident, nous, au niveau des pouvoirs publics, on va dire, Agence du numérique en santé, ministère, mais aussi assurance maladie. Et en fait, il aide aussi les éditeurs, les industriels, ceux qui développent les logiciels qui vous permettront, on l'espère, demain, d'avoir cet accès au dossier médical de vos patients de manière beaucoup plus fluide. Donc, toute la matière que vous nous partagez aujourd'hui et que vous nous avez partagée tout au long de l'expérimentation, elle vient vraiment enrichir la politique publique qu'on porte et cette idée de se dire, en faisant circuler les données de santé des patients de manière plus simple, plus sécurisée, leur prise en charge grâce à vous et on espère humblement vous faire aussi un petit peu gagner du temps. Alors moi j'ai compris que 100% des établissements expérimentateurs qui avaient testé l'accès en consultation au DMP l'ont adopté et que donc vous allez, si j'ai bien compris, bien vouloir continuer d'utiliser cette fonctionnalité nouvelle. J'espère aussi que vous serez des formes d'ambassadeurs de l'accès en consultation au DMP auprès des autres services de vos établissements et puis généralement des établissements de santé en général. Donc voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue sur mon mot d'introduction, juste vous dire merci. Tout ce que vous nous apportez pour nous, c'est extrêmement riche et ça nous sert pour la suite de notre plan d'action et de nos programmes. Et on espère pouvoir continuer à travailler là-dessus avec vous. Voilà. Merci beaucoup et je donne la parole à Morgane. Bonjour à tous. Je suis Morgane Berthelot, je fais partie de l'Agence du numérique en santé. Je représente la direction territoire expérience client. Et au sein de ma direction, on accompagne le développement des usages du numérique en santé par secteur d'activité, donc sur le sanitaire, le médico-social et le social, en lien avec nos partenaires territoriaux, les agences régionales de santé et les grades notamment. Donc forcément, quand on est amené à regarder en effet ce type d'expérimentation, on s'implique forcément avec une culture sectorielle. Et donc, Inès l'incarne tout particulièrement sur cet expé en établissement de santé. Et pourquoi est-ce que c'est hyper important pour nous à l'Agence du numérique en santé, comme l'a dit Ella, de s'impliquer dans ce type d'expérimentation? C'est qu'en fait, on a pour mission de pouvoir
préparer la vague 2 du Ségur et l'accompagner dans tous ces secteurs d'activité, donc à l'hôpital notamment, mais pas que, et de décloisonner de plus en plus. Et donc tout ce que vous avez pu détecter au détour de cette expérimentation en termes de cas d'usage nous intéresse en première ligne pour savoir si notamment on va pouvoir consulter en établissement de santé, dans les services des urgences par exemple, le dossier de lésion d'urgence qui est émis par un EHPAD pour mieux prendre en charge en effet les personnes âgées à l'hôpital, où je discutais avec le centre hospitalier d'Arras juste avant de démarrer, qui a fait également ce parcours avec le volet de synthèse médicale en ville. Voilà, c'est des usages concrets qui se matérialisent avec de plus en plus en effet de professionnels qui deviennent accros à la consultation. Ça commence à créer un manque. Donc on voit à quel point en effet on est sur un niveau d'adoption qui va être fondamental. Donc ça c'est essentiel pour accompagner la vague 2 du Ségur numérique sur laquelle côté ANS nos équipes sont particulièrement impliquées. Et deuxième chose qui est très importante pour nous, c'est comme on est régulateur du numérique en santé et opérateur de services et de produits pour accompagner les usages du numérique en santé, eh bien, en fait, on a besoin que nos produits et services et nos référentiels, ils soient adaptés aux différents modes de pratique. Et donc, comment le référentiel d'identité électronique va pouvoir vivre sa vie dans les structures, comment on va pouvoir proposer en effet des moyens d'identification électronique qui soient adaptés en lien avec ProSanté Connect, le 2-facteur, etc. On a Florian Cateau qui est là justement et qui est là pour vous écouter, pour comprendre en effet la réalité de ce que vous rencontrez et pour qu'on puisse s'imprégner et qu'on puisse intégrer dans les programmes, par exemple comme HospiConnect, vos retours d'expérience et s'inscrire dans une logique d'amélioration continue. Voilà. Donc c'est fondamental pour nous qu'on puisse en effet être au plus proche de ces expérimentations, vous accompagner, se prendre parfois des claques, mais c'est bien parce que quand on s'en prend, on va toquer à la porte de nos collègues et ils vont s'en prendre aussi pour qu'on puisse bouger. Et la DNS est là aussi pour nous aider à bouger, à nous améliorer, à inscrire ça dans nos roadmaps. Et enfin, très personnellement, moi je tiens à vous dire que je suis quelqu'un qui carbure au dites-nous tout de mon espace santé. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je les écoute le dimanche soir, et ça me met dans une dynamique super, parce que vous avez toujours des témoignages vraiment qui sont ancrés dans votre réalité, vous êtes motivés, impliqués, et ça me met, moi, dans une dynamique incroyable pour démarrer la semaine. Voilà. Donc, j'ai hâte, en tout cas, de pouvoir écouter vos prochains témoignages, et je crois que vous avez des belles histoires à raconter pour que ça puisse nourrir les prochains dimanches pluvieux, nuageux, venteux, neigeux qui nous attendent. Et donc, merci pour vos rayons de soleil. On est tous hyper motivés. On a tous le sourire grâce aux expériences que vous nous racontez, partagez. Et donc, je laisse la place à vos témoignages. C'est l'essentiel. Allez, écoutez, je renouvelle mes remerciements avec Suan qu'on vous a exprimé ce matin. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans le cadre de cette expérimentation. On a commencé petit, mais on peut dire qu'on a terminé grand. Voilà, on a identifié plein de régions hyper moteurs sur le sujet, plein d'établissements de santé, plein de professionnels de santé. Et l'idée, c'est qu'on capitalise vraiment sur cette expérimentation pour voir dans quelle mesure, dans la suite, on puisse continuer à travailler ensemble autour de mon espace santé. Donc, à l'œuvre au niveau national, et puis après, bien entendu, on donnera la parole aux régions et aux établissements de santé pilotes. Donc, Suan Flamand, que je laisse se présenter. Suan Flamand. Non. Je suis directrice de projet sur les usages notamment et les plateformes numériques à la délégation numérique en santé. Et donc, j'ai eu le plaisir de participer à cette expérimentation avec certains d'entre vous. Et les autres, je suis très, très contente de vous découvrir aujourd'hui. Parce que c'est ça aussi pour nous. J'ai beaucoup entendu parler de vous. On partageait entre nous. C'était un peu comme des parents qui disaient « Les miens, ils sont trop bien. J'ai hâte que tu les rencontres. » Et voilà, ça tient toutes ces promesses. Donc voilà. Donc en tout cas, je suis ravie d'avoir ce moment tous ensemble. Alors, moi, du coup, Inès Gouil, responsable de mission à l'Agence du numérique en santé. Et donc, je fais partie de la Task Force Hôpital Ségur, qui est le doux mot utilisé pour qualifier l'équipe au niveau national en charge de travailler sur les sujets Ségur à l'hôpital.
Et nous sommes accompagnés de Nelza Louraud, qui est au fond de la salle et qui est également responsable de mission et référente Mon Espace Santé au sein de l'ANS. Alors, pour introduire quelques bonnes pratiques pour nous assurer que ce webinaire se déroule dans les meilleures conditions, donc par défaut, pour les personnes qui sont à distance, vos micros et caméras sont coupés. Compte tenu de la richesse des enseignements de ce séminaire, et on avait vraiment à cœur de donner le temps aux professionnels et aux établissements de témoigner, on a fait le choix du coup de privilégier les questions-réponses via le chat. Donc voilà, pour les personnes qui sont à distance, si effectivement les propos appellent un certain nombre de questions, n'hésitez pas à mobiliser le chat et on a des community managers qui sont là pour permettre de répondre de manière plus rapide possible à ces questions. Et s'il nous reste du temps à la fin, on utilisera le canal questions-réponses à l'oral. En termes d'ordre du jour, un rapide rappel du contexte de l'expérimentation. On ira très rapidement sur le sujet dur que sont les enseignements de l'expérimentation. On se mettra dans la perspective de la généralisation et enfin, on adressera le mot de la fin. Du coup, pour vous faire vraiment, c'est une remise en contexte très très générale, puisque vous êtes bien évidemment tous au courant de ce qu'est Mon Espace Santé. C'est juste faire un rappel des derniers chiffres, parce que ça avance super rapidement. Et donc, du coup, on est maintenant à 16 millions d'activations, donc de personnes qui ont pris en main, qui se sont connectées pour la première fois à Mon Espace Santé. Ça fait environ, même un peu plus de 22% des assurés sociaux. C'est une très bonne dynamique. Alors, on fait un suivi par ville. Donc, c'est environ la ville de Lyon, mais on vise la ville de Marseille chaque mois, puisqu'à partir de 800 000 activations par mois, c'est Marseille. Mais en tout cas, c'est vous dire que d'un point de vue usager, parce qu'après, on va plutôt se concentrer sur la partie professionnelle de santé, consultation, mais ça avance aussi et ça justifie du coup tout ce qui est en train de se passer de votre côté. C'est deux pendants d'une même pièce et donc c'est très important de suivre l'un et évidemment l'autre. Du coup, on parle beaucoup de Mon Espace Santé, on parle aussi du Ségur. Juste très rapidement rappeler l'articulation entre les deux. Mon Espace Santé, c'est la finalité. Le Ségur, c'est les tuyaux. C'est comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait des informations dans Mon Espace Santé, premièrement. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on fait pour que ces informations soient consultées. Et donc, ça tombe bien, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et donc, on a eu un tout premier pas qui a été faire en sorte que tout le monde ait un profil Mon Espace Santé. C'était bon. Ça fait maintenant bientôt 3 ans. Ensuite, il a fallu faire de l'alimentation quasi automatique avec tous les irritants ou en tout cas toutes les complexités qu'on connaît, mais de la même manière, on a atteint une masse critique. Alors, on sait bien que ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là, mais en tout cas, on commence à avoir maintenant des espaces santé qui sont, enfin, on est sûr qu'ils sont maintenant remplis. Il y a plus d'un document de santé sur 2, même c'est 3 sur 5 qui sont dans Mon Espace Santé. Et donc maintenant, on arrive à la partie la plus sympa, honnêtement, parce que c'est la complétion de la promesse du Ségur. C'est comment est-ce qu'on fait pour que cette information, elle serve concrètement à la prise en charge et qu'elle ait une valeur ajoutée. Et ça, c'est tout ce qu'on appelle la vague 2. Alors c'est un peu un terme bureaucratique ou en tout cas un terme un peu technique, mais pour dire qu'il y a des évolutions logicielles qui sont prévues pour faire en sorte que ces informations soient le plus simplement possible à disposition des professionnels de santé depuis leur logiciel. Et donc, ce WebPS sur lequel on vous fait souffrir a vocation à petit s'effacer devant des usages beaucoup plus simplifiés. Et donc, c'est cette fameuse vague 2 qui se prépare. Sur les usages... J'ai eu un doute de qui parlait. Sur les usages de la consultation en établissement uniquement, vous voyez, il y a des chiffres qui sont en bonne augmentation. Je vous ai mis là la barre, c'est depuis le début de la consultation. Alors, je n'irai pas jusqu'à prétendre que c'est nous seuls qui avons fait cette augmentation. C'est juste pour vous montrer, ne serait-ce qu'entre le moment où on a commencé collectivement à travailler en avril et le mois d'octobre, ça fait fois 2,2 en termes de volumétrie de documents qui sont consultés. Donc ça, c'est consulté uniquement par des
du coup des soignants en établissement. Et donc, on a même, par exemple, alors, c'est compliqué, on va pas dire qu'il y a 29 CHU qui consultent, puisque évidemment, ce n'est pas l'ensemble des centres hospitaliers, mais en tout cas, il y a au moins une personne qui consulte dans un peu plus de 1200 établissements. Et donc, on voit qu'on commence à avoir un usage qui se répand et un maillage de plus en plus important. Oups. Si on revient du coup sur la démarche mise en œuvre pour dérouler cette expérimentation, donc cette expérimentation, hein, ça a mobilisé 18 établissements pilotes répartis sur 7 régions et qui ont tous testé la consultation de Mon Espace Santé depuis le web PSDMP. On le rappelle parce qu'effectivement, pour les personnes à distance, il faut bien rappeler que cette expérimentation est avant tout une expérimentation organisationnelle qui cherchait à venir observer les premiers usages autour de la consultation du DMP, mais via l'outil web PSDMP, puisque comme vient de l'écrire décrire Suan, la consultation intégrée du DMP depuis les DPI, elle ne sera possible qu'à partir de la vague 2 et actuellement, les éditeurs sont en train de travailler pour faire évoluer leur solution logicielle pour proposer aux établissements cette consultation intégrée. Mais en l'état, au moment où on a fait l'expérimentation, la consultation intégrée n'étant pas disponible, on a des professionnels de santé qui ont consulté depuis le web PSDP et qui se sont pris au jeu. En termes d'accompagnement, donc ça a été un accompagnement régional de proximité et ça, c'est important de le souligner. On sait que pour faire bouger les choses, il faut qu'on aille jusqu'au dernier kilomètre et le dernier kilomètre, ce sont les régions qui sont en capacité de le faire puisqu'elles sont en proximité des établissements de santé. Ça passe par un accompagnement avec les agences régionales de santé, les grades et le réseau assurance maladie. Et moi, à titre personnel, ce que j'ai pu observer dans l'expérimentation, c'est que ce triptyque-là, il a super bien fonctionné et que c'est quelque chose qu'il faudra renouveler sur le terrain demain. Donc, ça a permis un suivi régulier. On a organisé également des points mensuels entre pilotes et avec le national. Et on avait à cœur que les pilotes puissent se retrouver entre eux pour partager leurs bonnes pratiques plutôt que d'être dans un échange unilatéral. Je pense que ça a été aussi enrichissant pour les pilotes de pouvoir en fait échanger entre eux. Voilà. Et si vous souhaitez avoir la liste complète des établissements mobilisés, vous pourrez la retrouver sur le site de l'ANS. En termes de parcours, l'intérêt, c'était d'avoir des parcours diversifiés. Une des clés d'entrée qu'on demandait pour rentrer dans cette expérimentation, c'était qu'effectivement, les établissements de santé soient force de proposition en termes de parcours qui mobilisent la consultation. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'on a eu en fait des usages de la consultation avant, pendant et après la prise en charge, en mobilisant des établissements qui représentaient des secteurs d'activité variés. Donc, par exemple, sur la préadmission, on a eu des cas d'usage qui ont été expérimentés à travers des prises en charge en cancérologie, en HAD et en SMR. Sur la partie admission, on a eu des établissements de santé qui ont souhaité éprouver la consultation dans le cadre des services urgences pour notamment accéder rapidement aux antécédents médicaux, aux allergies, aux traitements en cours, etc. On a eu, bien entendu, plus classique de la consultation dans le cadre de la venue du patient. Et là, on constate qu'on a plutôt mobilisé des services spécialisés, de la cardiologie, de la pneumo, de la dialyse, de la gériatrie. On a eu également des usages par des biologistes, de la psychiatrie et de la réanimation. Et enfin, en sortie, puisque l'objectif in fine, c'est qu'on s'inscrive à travers cette consultation dans une amélioration de la coordination des parcours. Et ça n'aurait pas eu de sens si on n'intégrait pas le lien ville-hôpital. Et donc, on a eu effectivement, et vous aurez des établissements qui vont témoigner là-dessus, sur le lien ville-hôpital au travers notamment de CPTS. On a eu un webinaire sur le sujet intermédiaire qu'on a qualifié d'intermédiaire le 9 juillet dernier. Et l'enjeu pour nous sur ce retour d'expérience-là, c'était vraiment de vous proposer un webinaire ex final qui ne soit pas une redite du 9 juillet dernier. Pour autant, c'était important de vous rappeler les premiers enseignements qu'on a tirés le 9 juillet. Sans rentrer dans plus de détails, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on reviendra plus en détail après. Donc, ce qui ressort du REX intermédiaire, c'est qu'on a une attente forte des professionnels de santé avec des bénéfices qui sont clairement identifiés par ces derniers. Aujourd'hui, l'intérêt de l'usage de Mon Espace Santé, je n'ai pas envie de dire qu'il est plus à démontrer parce qu'on a quand même encore des professionnels qui sont réticents, mais quand même, on sent qu'on a basculé dans un changement de paradigme vis-à-vis du DMP. On a également une expérimentation à effet boule de neige. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors qu'on identifie les professionnels de santé moteurs dans les organisations, on constate en fait que par capillarité, on a plein de professionnels qui viennent s'agréger aux professionnels moteurs
pour faire de la consultation vraiment un effet boule de neige. Le troisième constat, c'est la transformation à anticiper. La consultation, c'est avant tout une transformation organisationnelle. Ça sera technique, mais surtout une transformation organisationnelle et de pratique. Et ça se prépare avant même l'arrivée des outils. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cette expérimentation avant l'arrivée de la vague 2. Et enfin, la consultation, ça ouvre tout un tas de débats. On parle de données de santé, on parle d'ouverture de la donnée de santé. Et ça, ça implique des échanges qu'il faut avoir au niveau du corps médical avec les patients pour expliquer ce que c'est, rassurer et donner les règles qui sécurisent tout le monde sur ce dispositif. Alors, du coup, sur les enseignements, le but, vous allez voir, c'est on va à chaque fois essayer de contextualiser rapidement, notamment en partant des questionnaires et de ce qui a été dit au cours de ces 6 derniers mois. On fera ensuite, on laissera la parole pour un témoignage. Et parfois, alors pas chaque fois, mais quand on pouvait, on vous fera juste un petit brief de comment on essaye de répondre à cet irritant et de ce qui est en cours. On va commencer parce que l'INSEO va partir assez tôt, donc on commence par leur témoignage. Ça ne va pas vous surprendre, c'est quelque chose qui ressort à chaque fois qu'on prononce les mots consultation. C'est la question des secrétariats et assistants médicaux. D'ailleurs, on n'a pas mis assistants, mais ils sont bien évidemment compris. On l'a appelé l'irritant fil rouge parce que c'est quelque chose de très connu. Aujourd'hui, petit, très rapide rappel, c'est la matrice d'habilitation qui régit les droits de chacun à accéder aux différentes typologies de documents. Et donc, il n'y a pas, pour l'instant, de place prévue pour les secrétariats et assistants. Et donc, c'est quelque chose qui est régulièrement remonté comme le plus gros frein parce qu'évidemment, sur le terrain, dans les parcours, ce sont des rôles assez principaux même sur la récolte et la préparation de la venue du patient, sur la préparation des dossiers et puis, de manière générale, la manipulation de la donnée médicale. Ça a été notamment remonté en préadmission et en admission, et on sait que ça aujourd'hui un des freins principaux, au point que, je le disais, il y a l'ISO notamment qui a souhaité, sans demande de notre part, mais de leur propre initiative, faire une sorte d'état des lieux des cas d'usage. Et donc, je vais les laisser prendre la parole. Et vous avez vous. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Éric Chabotti, le directeur adjoint des systèmes d'information de l'ICEO. L'ICEO, c'est un centre de lutte contre le cancer, l'Institut de cancérologie de l'Ouest, qui est en Pays de la Loire, avec la particularité d'avoir 2 sites, un à Angers et un à Nantes. Donc, on a commencé cette expérimentation. Avant même de travailler avec les professionnels de santé, on a souhaité faire une enquête auprès de nos assistantes médicales pour connaître d'une part, si notre cas d'usage avait vraiment un intérêt, et d'autre part, pour avoir des données de référence avant même de commencer à travailler avec le DMP. Alors, notre cas d'usage, c'était comment utiliser le DMP pour préparer la première consultation d'un nouveau patient. Donc, centre de lutte contre le cancer, nos patients ont déjà un parcours important de prise en charge avant d'arriver chez nous. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de pièces qui ont déjà été créées par d'autres confrères, par d'autres établissements. Donc, il y a un travail de toutes les assistantes médicales dès l'arrivée du patient pour préparer cette consultation. Elle cherche à récupérer des documents. L'enquête nous a démontré que 70% de nos assistantes médicales font ce travail de recueil, que pour la moitié d'entre elles, elles le font au moins 2 fois par jour. C'est énorme. Entre 10 et 20% d'entre elles estiment y passer 40% de leur temps. C'est colossal. Et 29% d'entre elles, entre 10 et 20%, pardon. Donc, la conclusion de notre enquête, c'est que le cas d'usage était complètement pertinent, que la documentation qu'on trouvait dans le DMP était pertinente aussi dans le cadre de la prise en charge. C'était des éléments qui étaient vraiment appréciés par les médecins.
Par contre, pour pouvoir aller plus loin, ça serait vraiment de permettre l'habilitation des assistantes médicales à cet accès au DMP, parce que c'est elles qui font ce travail de recueil, de synthèse, avant la prise en charge chez nous du patient. Voilà. Merci à vous. Merci pour ce témoignage. Merci. Je ne vais pas passer trop de temps. Comme je disais, donc déjà, merci beaucoup parce que ça vient quantifier quelque chose qu'on sait. Donc, c'est extrêmement précieux d'avoir voilà, des retours un peu plus construits que tout le monde nous dit, ce qui vaut aussi. Donc, nous, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a une saisine juridique qui est en cours. Comme je le disais, c'est avant tout une question législative, hein, d'encadrement réglementaire. On a deux grandes façons telles qu'on les imagine, de permettre cette consultation. La première, c'est un peu ce qu'on a appelé le fonctionnement nominal, mais ça serait de les considérer comme, je veux dire, comme d'autres professions et donc de les enregistrer, ce qui est déjà d'ailleurs prévu, hein, mais qu'elles soient toutes enregistrées toutes et tous enregistrées dans le RPPS, qu'il y ait un accès à une CPS, IBCPS et qu'ensuite il y ait dans la matrice une colonne secrétaire médicale. Ça, c'est l'option numéro 1. Option numéro 2, c'est plutôt de travailler dans une logique de délégation d'autorité et donc de se dire qu'en fait, ces rôles-là sont plutôt en appui d'un professionnel de santé qui porte, lui ou elle, la responsabilité et donc d'avoir plutôt, en fait, de ne pas avoir de colonne dédiée à la profession, mais que chaque PS puisse choisir, alors avec différentes façons, on peut imaginer différentes façons de faire cette délégation, de la déclarer, mais que chacun puisse aller porter, chaque PS puisse dire, je décide que monsieur Martin ou madame Gertrude ont le droit, en mon nom, d'aller consulter. Et donc, récupère par délégation à la fois mes accès et en même temps, évidemment, avec tout ce que ça signifie en termes de responsabilité. Donc, ça, c'est un peu les deux grands scénarios qu'on est en train d'explorer. En tout cas, vous dire que c'est une priorité. Alors, je dis ça et en même temps, dès qu'on parle de cadre réglementaire, on est dépendant d'un calendrier dont on n'est pas vraiment maître. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a bien retenu comme étant peut-être la plus grande priorité de la consultation pour que ça fonctionne côté établissement et même plus largement de la consultation de mon espace santé. Donc, on vous l'a dit peut-être très rapidement en introduction, mais effectivement, au-delà des échanges quali qu'on a eus avec les établissements dans le cadre des réunions régionales, on avait à cœur d'aller chercher la parole du patient, du professionnel de santé, en fait, sur le terrain. Et donc, on a mis en place un certain nombre de questionnaires de manière mensuelle pour les sonder régulièrement sur leurs usages. Et donc, les graphiques que vous voyez à l'écran sont issus des questionnaires qu'on a régulièrement dispensés dans le cadre de cette expérimentation. Ce qu'on ressort en intro chapeau, on va dire, c'est que mon espace santé, la consultation, l'essayer, c'est l'adopter et se l'approprier. Donc, ce qui était hyper intéressant de voir, c'est qu'on a fait une analyse évolutive en fait des questionnaires et on se rend compte que dès lors qu'un professionnel a commencé une fois à consulter mon espace santé, je vais reprendre le terme de Morgane, et en fait, il devient accro. C'est-à-dire qu'à la fin de l'expérimentation, on avait 100% des professionnels qui ont consulté le DMP une fois qu'ils l'ont consulté une première fois, ils l'ont consulté jusqu'à la fin. On n'a pas eu de décrochage. Donc ça, c'est un super bon enseignement à tirer. Et donc, par exemple, en verbatim, pour illustrer mon propos, dans notre unité, la consultation de mon espace santé est devenue la règle. Donc, c'est assez fort quand même comme verbatim. Un autre enseignement qu'on a tiré des échanges quali et puis du quanti à travers le questionnaire, c'est de se dire que au démarrage, c'est une forme de découverte. Donc, on va consulter un petit peu de manière systématique. Et une fois qu'on a pris le réflexe et qu'on connaît le produit, en fait, on va pouvoir l'utiliser de manière circonstanciée là où, en fait, on considère qu'il y a un intérêt. Et donc, ça aussi, c'est un enseignement hyper intéressant. C'est-à-dire qu'au démarrage, effectivement, on avait la majorité des professionnels qui consultaient systématiquement dans une logique d'avoir un réflexe de consultation. Et une fois qu'ils se sont appropriés le produit, on a 70% des professionnels qui déclarent consulter dès lors qu'ils considèrent qu'il y a un intérêt dans la prise en charge du patient. Donc,
on sent que voilà, l'accroche est là, l'envie est là, l'intérêt est là. Pour autant, il faut être assez réaliste sur le fait qu'il y a quand même des défis qui restent à relever avec des freins qui sont constatés en matière d'accessibilité technique. On en parlait ce matin avec les ES pilotes, mais un des plus gros freins, ça reste les moyens d'identification électronique des professionnels de santé à travers la carte CPS, la ICPS, qui ne sont pas toujours en fait adaptés aux pratiques métiers des professionnels, notamment lorsqu'on parle par exemple de mobilité. Donc sur la carte CPS en établissement de santé, voilà, c'est pas forcément le moyen d'identification le plus usuel et le plus pratique. On a des mots de passe qui sont perdus, on a des problèmes de lecteur, on a voilà des PC qui sont pas toujours munis de capacité à lire les cartes. On a des problèmes de lecture de MIE en situation de mobilité. On a aussi le sujet des cartes CPS qui ne sont pas forcément mises à jour. On a eu, par exemple, une infirmière qui se heurtait au fait de ne pas pouvoir consulter le DMP parce que sa situation d'exercice n'était pas à jour au niveau de sa carte CPS. Et donc ça a mis du temps à être mis à jour et elle a pu consulter sur le dernier mois de l'expérimentation. Voilà. Et on a également le sujet des infirmières sans numéro RPPS, faute d'enregistrement à l'ordre des infirmiers, et donc pas de RPPS, du coup derrière pas de carte CPS et donc pas de possibilité d'être identifié de manière électronique pour consulter le DMP. L'autre irritant, c'est l'absence de consultation intégrée au DPI. Puisqu'aujourd'hui, la plupart des consultations, la très grande majorité, se fait via le web PSDMP. Ça implique pour les professionnels de santé de jongler entre les dossiers patients informatisés, le web PSDMP, avec des relectures, avec des redites, avec voilà, des ressaisies, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc ça a été également un facteur bloquant largement exprimé. Et enfin, un dernier point sur lequel on voulait revenir, c'est qu'au cours de l'expérimentation, la recherche approchante qui consiste à saisir le nom et le prénom du patient dans le web PSDMP a été arrêtée. Et donc, pour 80% des professionnels, il est vrai que l'arrêt de cette recherche approchante a impacté leurs usages en termes de consultation, en entraînant parfois carrément une baisse assez drastique des fréquences de consultation. Voilà. Et ce mode de recherche étant particulièrement sollicité dans le cadre des prises en charge en urgence, comme vous vous en doutez. Juste pour faire un petit point, on trouvait ça intéressant de voir que la ICPS, qui est parfois un peu décriée, ou en tout cas dont l'usage n'est pas toujours considéré comme très facile, puisque ça nécessite l'usage de téléphones mobiles personnels en général. Et donc, on a vu qu'en fait, il semble y avoir une montée en puissance au fur et à mesure de l'expérimentation. Alors, on a été totalement transparent à la fin, un peu moins, vous voyez. Mais en tout cas, il y a eu quand même une dynamique en faveur de la ICPS, et ça donne un peu l'impression que, voilà, au fur et à mesure, les personnes se sont tournées vers plus de simplicité d'usage, quitte à peut-être accepter d'utiliser la ICPS là où il pouvait initialement y avoir des blocages. Je vais vite pour pouvoir laisser la parole à Thomas, qui va vous parler sur la stratégie en tant que DSI sur les moyens d'authentification. Bonjour à toutes et tous. Moi, je vais vous parler du programme OSPI Connect et notamment de tout ce que sont les moyens d'identification électronique. Je ne vais pas aller trop dans le détail, on va rester très simple et superficiel, mais on va voir que ça répond aussi à certains des freins sur lesquels on a pu échanger ce matin dans le cadre des ateliers. Donc, il y a ce programme, il appartient au programme de financement CARE, donc cyber-résilience accélérée pour les établissements de santé. Pardon. Oui, c'est mieux. Et je pense que le titre est là. Donc, dans l'idée, on est 15 lauréats au niveau national qui ont été sélectionnés parmi un certain nombre de structures qui sont représentatives de l'ensemble des établissements. Et l'idée, c'est de co-construire le programme avec l'ANS et les partenaires autour de deux axes principaux. Le RPPS+, qui permet d'enregistrer des professionnels qui ne sont pas à ordre aujourd'hui. Notamment, tout à l'heure, on parlait des assistantes médico-administratives, les secrétaires médicales, mais aussi, on a tout un lot de métiers pour lesquels aujourd'hui, il n'y a pas d'accès et pas d'accès possible. Et le deuxième accès, c'est de faciliter l'accès au DMP avec des principes de cybersécurité positive. Alors, la cybersécurité positive, c'est de mettre un niveau d'exigence très élevé
au niveau des moyens d'identification électronique, ce qui permet aux professionnels de santé d'accéder au DMP de manière totalement transparente et sans forcément avoir à utiliser une ICPS ou un autre outil pour se connecter. Mais comme il se présente avec des attributs de sécurité qui sont très élevés, il a la capacité de rentrer directement dans les différents outils. Donc, on est testeur pour l'instant sur Arles. Ça a commencé en juin dernier. Ça avance plutôt bien et je pense qu'en début d'année prochaine, on aura les outils pour enregistrer les professionnels, leur donner une carte CPS V4 et une ICPS, donc ceux qui ne pouvaient pas avant, et leur donner accès facilité au DMP en dehors du Ségur VAC 2. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir. On laisse justement la parole à la CNAM. Un des enjeux de la vague 2 hôpital, c'est justement de déporter cette authentification forte des professionnels de santé sur l'établissement de santé à travers le système mode R simplifié. Et du coup, je laisse Céline nous expliquer ce que c'est. Oui, bonjour tout le monde. Donc moi, je suis Céline Kuhn, je travaille à la Caisse nationale d'assurance maladie au sein de la maîtrise d'ouvrage, notamment DMP. Enfin, j'accompagne le projet. Et donc le mode R, donc authentification indirecte renforcée, il existe depuis un petit temps déjà. Il avait fait l'objet d'une première expérimentation et il permet, comme disait Inès, en alternative aux autres modes d'authentification qu'on a évoqués auparavant, de récupérer l'authentification forte à double facteur qui est déjà exigée au niveau de l'accès au SIH pour transmettre ce contrôle d'identification directement et le récupérer pour l'accès derrière au DMP. Voilà. Et donc, les prérequis donc, pour aller sur la solution R, c'est déjà d'avoir une solution logicielle qui est compatible avec la récupération de ce jeton d'authentification. C'est également d'avoir mis en place préalablement au niveau de l'authentification dans le SIH le moyen d'authentification à double facteur, donc qui est fort et qui du coup permet de répondre aux exigences du référentiel DMP. Et c'est aussi de contractualiser, donc c'est un contrat qui est signé par l'établissement avec la Caisse nationale d'assurance maladie, dans lequel l'établissement s'engage à faire porter sur son SIH ce niveau d'authentification fort. Et donc nous, au niveau de la maîtrise d'ouvrage à laquelle j'appartiens à la CNAM, on a développé un portail qu'on appelle portail de contractualisation pour les établissements, donc qui ne concerne pas du tout l'accès à la solution au DMP en tant que tel, mais bien la partie juridique de contractualisation qui va permettre aux responsables d'établissement ou à un délégué, le DSI par exemple, d'engager l'établissement en signant ce contrat en ligne dans le portail. Et il y retrouvera également de la documentation, notamment un guide de consultation du DMP et également les textes du référentiel DMP dont, évidemment, avant de contractualiser, l'établissement doit avoir pris connaissance puisqu'il comporte des prérequis techniques mais aussi organisationnels sur l'information des professionnels de l'établissement sur leurs droits et devoirs quand ils vont aller consulter le DMP, mais aussi sur l'information des patients. Peut-être juste pour compléter, excuse-moi, Souane. Donc, on a eu l'occasion de tester ce portail. Il est développé, il est en production et il a déjà été utilisé avec 2 groupements. Le groupe ANAC dans le nord de la France et le CHU de Reims avec plusieurs de ses établissements. Merci beaucoup. Merci Céline. J'en profite, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le mode R simplifié, on a organisé un webinaire dédié à la thématique qui est disponible sur la page de l'ANS, dans la page replay webinaire. Super. Du coup, on change de thème complètement. On passe à un autre sujet qui a beaucoup occupé nos pilotes, qui est la question du cadre réglementaire pour la consultation. Du coup, petit rappel très rapide, il y a aujourd'hui un cadre réglementaire qui existe sur la consultation qui distingue 2 cas de figure. Lorsqu'on est membre de l'équipe de soins, on considère que le consentement du patient à la consultation de ces données dans mon espace santé est dit présumé.
Donc, il est nécessaire de l'informer, mais le consentement est dit présumé. Et puis, tout membre toute personne qui n'est pas dans l'équipe de soins doit, elle, recueillir explicitement le consentement du patient. Donc ça, c'est le cadre réglementaire. Et dans la pratique, on s'est rendu compte que c'était très compliqué à appliquer. Déjà parce que, et on reviendra dessus dans un second temps, l'équipe de soins, ce n'est pas forcément une notion très évidente à définir en vrai sur le terrain. Et puis, deuxièmement, parce que un consentement présumé, une non-opposition, une information, tout ça se mélange un peu. Et donc, on arrivait avec soit des professionnels qui, ce qui est tout à fait compréhensible, hein, mais sautaient un peu cette étape, donc aller directement consulter, soit qui disaient, moi je ne comprends pas, dans les faits, je finis par demander l'accord. Donc, qu'est-ce que je fais mal, qu'est-ce que je suis censé faire? Et donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est que lorsque on demande aux professionnels de santé s'ils se sentent à l'aise pour demander le consentement, on a quand même une très très grande majorité qui répondent qu'ils sont bien à l'aise, qui se sentent de le faire. Et par ailleurs, lorsque on leur demande si les patients se sont opposés, en fait, la grande majorité des patients acceptent et consentent au fait qu'on puisse consulter leurs données. Donc, on vous a listé dans les cas d'opposition les raisons qui reviennent. Donc, c'est soit une incompréhension ou un peu des problèmes, on va dire, avec le numérique. Il y a évidemment la peur pour la sécurité des données, et puis des personnes qui sont dans des postures vraiment voilà, ce sont des données qui m'appartiennent à moi et je ne veux pas les partager avec n'importe qui, entre guillemets, ou en tout cas, je ne veux pas partager l'ensemble de mes données. Donc, c'est un sujet qui a beaucoup occupé. On trouvait ça intéressant de faire réagir évidemment dessus. Vous allez voir, donc c'est Philippe qui est à distance, mais juste pour introduire, c'est un retour d'un établissement qui a mis en place quelque chose dans le cadre de la consultation. On parlera juste après, dans le cadre de l'expérimentation, pardon, et on parlera juste après de ce qu'on pense être le bon cadre pour pérenniser ensuite cette démarche de consentement. Alors Philippe, normalement, tu es à distance. Est-ce que tu peux activer ton micro pour intervenir? Oui, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour. C'est bon, c'est un peu... C'est pas très fort, mais on va faire avec. Désolé. Bonjour, je n'ai pas pu être parmi vous aujourd'hui. Je suis donc le DSI de l'hôpital de Montélimar, dans la Drôme. Nous sommes un hôpital général de 340 lits. Nous avons participé à l'expérimentation en proposant 3 parcours, l'un autour des urgences, l'un en neurologie et un qui peut-être a été le plus structurant pour mon intervention d'aujourd'hui, du laboratoire. Effectivement, dans le laboratoire, COFRAC oblige, je pense, nous avons une lecture un peu complète et jusqu'au boutiste peut-être de l'obligation d'information versus non-opposition du patient, puisque nous nous sommes lancés, d'ailleurs sur les préconisations de notre éditeur, dans le recueil systématique de l'accord du patient pour la consultation du dossier médical partagé par le biologiste qui pourtant fait bien partie de l'équipe médicale. Voilà. Donc nous avons, s'il vous plaît, nous avons mis en place sur la préconisation de... Oui. Oui. Sur la préconisation de l'éditeur, nous avons mis en place 5 analyses nouvelles dans le système de laboratoire, analyses qui ne sont pas imprimées, donc qui ne sont pas visibles bien sûr dans le compte-rendu, mais qui apparaissent au moment de la validation et qui consistent à recueillir le refus d'envoi au DMP, d'envoi en MS Santé Pro, MS Santé Patient, masquage ou masquage aux ayants droit, si je puis dire.
Voilà, donc ça nous a obligés à recueillir auprès du patient et via ce formulaire que nous avons fait évoluer, nous avons fait évoluer notre fiche de prélèvement de biologie pour lui demander systématiquement s'il voulait oui ou non qu'on envoie dans le DMP, on a simplifié les questions, et de contresigner si nécessaire en cas de refus. Voilà. On s'est rendu compte avec la discussion après avec l'équipe ANS qu'on en faisait peut-être un peu beaucoup, mais on faisait en neurologie également, à l'appui du flyer fourni par la CEPAM que vous reconnaissez, on a mis en place une fiche de recueil du consentement qu'on a un petit peu édulcorée, qui partait de la FAQ et bien sûr des raisons de la consultation, de l'équipe soignante, de ne consulter que ce dont elle avait besoin, etc., etc. Il s'est avéré que c'était nécessaire parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une modification de la relation patient avec l'arrivée du DMP et nous avons eu un événement indésirable le 3 août 2024 aux urgences. Notre chef du service a signalé qu'une patiente avait appris les résultats d'un scanner du rachis rapidement avant même que le médecin ait pu lui annoncer. Scanner, vous l'imaginez, qui avait un diagnostic mauvais. Donc on a décidé, depuis ce mois-ci d'ailleurs, de temporiser les envois au DMP des comptes rendus d'imagerie, que ce soit en mode document ou en messagerie sécurisée, pour laisser le temps aux médecins hospitaliers d'annoncer le résultat, notamment d'imagerie. En conclusion, je confirme que mon espace santé, je fais partie de ceux qui confirment qu'on trouve des choses importantes et intéressantes dans mon espace santé, notamment aux urgences, où il est intéressant de savoir si le patient est par exemple sous anticoagulant, alors qu'il n'est pas en situation peut-être de nous le dire, s'il vient pour un AVC, si le patient est désorienté, s'il est relève de la gériatrie et il peut ne pas connaître son traitement en cours, ça nous intéresse. Nous avons d'ailleurs à ce titre-là déployé sur tous les postes et les ordinateurs de l'hôpital le lien WebDMP PS pour accéder au DMP. Je confirme également qu'on est de plus en plus informé de l'activation du DMP. Les médecins ont face à eux des patients qui de plus en plus indiquent avoir un DMP disponible. Et donc ça modifie la prise en charge et la relation patient-médecin. Nous avons pu nous mettre en contact avec la ville et notamment le centre municipal de santé qui nous indique quand même que la consultation du DMP prend un peu de temps, quelques minutes. Je ne serais pas étonné qu'on nous demande ou qu'on vous demande de valoriser ce temps de prise en charge. Et puis dernière remarque, le consentement pour nous était important à recueillir. La vague 2 permettra certainement aux outils d'évoluer et de les recueillir. On a fait peut-être un peu trop entre guillemets de précaution, mais il s'est avéré que c'était nécessaire. Nos outils, que ce soit le DPI, le RIS ou le système de laboratoire, permettront en vague 2 de recueillir ce consentement et surtout de le gérer, parce que aujourd'hui c'est oui ou non, envoi ou non au DMP, mais ça ne peut pas être granulaire, envoi à tel ou tel médecin, masquage ou pas, etc., etc. Voilà. Merci Philippe, merci beaucoup. Du coup, j'allais dire sans transition, mais c'est toujours dans la logique. C'est un vaste sujet, le consentement. On pourrait faire 2 heures de webinaire et c'est d'ailleurs prévu par l'équipe hôpital. On voulait juste vous faire un peu un retour sur un sortant direct, une conséquence directe de l'expérimentation. On n'a pas attendu sa fin pour prendre en compte ces enseignements. En fait, on a eu donc à la fois la consultation les enseignements de l'expérimentation qui montraient ces problématiques autour du consentement. On avait aussi les retours à peu près équivalents côté ville, puisqu'en ville, les premiers usages de la consultation commencent aussi directement depuis les logiciels.
on a eu un certain nombre, on a eu un rappel du Conseil constitutionnel du fait que le consentement de la personne était fondatrice de la consultation. Et donc, et puis, je le répète aussi pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, mais il y a une notification qui part quasi instantanément aux patients, soit par mail, soit dans l'application, pour informer de la consultation par le professionnel. Et donc, tout ça nous a amené à nous dire il faut qu'on simplifie. En fait, le cadre dont je vous ai parlé au début, celui avec équipe de soins, pas équipe de soins, c'est trop complexe dans la réalité. On ne peut pas demander à chacun d'être expert des cadres juridiques et des méandres et subtilités législatives. Et donc, on s'est dit qu'on allait, nous, en termes d'accompagnement l'accompagnement dans la parole qu'on va porter, on va simplifier tout ça. C'est-à-dire qu'on va arrêter de parler de consentement présumé et de consentement oral. On va dire, maintenant, vous, professionnels de santé, lorsque vous consultez mon espace santé, vous devez avoir le consentement oral de votre patient. Donc, c'était intéressant d'avoir ce que Philippe a fait. On voulait aussi mettre voilà, les différentes initiatives en valeur en toute transparence. On n'est pas du tout en train de dire qu'il faut mettre en place une traçabilité écrite de formulaire. Par contre, il va y avoir... l'idée, c'est de mettre un cadre un peu plus restrictif, entre guillemets, un peu plus pesant, entre guillemets, vers les professionnels, pour justement les protéger, pour s'assurer qu'ils soient toujours dans leurs bons droits et de s'assurer qu'il n'y ait pas de risque qu'un patient découvre, et aujourd'hui ça existe encore, un patient découvre uniquement via une notification qu'un professionnel qu'il ne connaît pas forcément s'est rendu pour consulter ses données, même s'il y a évidemment à chaque fois une bonne raison, mais en tout cas, il est impératif d'avoir ce consentement. Et donc, on a voulu aller une étape plus loin. Donc, il y a eu des changements qui ont été faits, notamment dans tous les textes pour les éditeurs de la vague 2, pour qu'il y ait ce mot consentement qui apparaisse de manière claire et que lorsque les professionnels se connectent au DMP, il y ait un bouton qui existait déjà, hein, mais qui disait non-opposition, et que là, ça soit le mot consentement qui soit sollicité pour qu'on soit bien au clair sur le cadre et sur le fait qu'il est important qu'il le demande. Juste rapidement, à terme, l'alimentation ne reste telle qu'elle existait, donc ça reste un régime d'information. Et évidemment qu'à terme, et vous êtes les premiers à le remonter, on sera sûrement dans un seul et même moment d'information. C'est-à-dire que dans un seul et même dialogue, probablement à l'admission, vous aurez, pour information, on enverra votre compte-rendu sur mon espace santé. Et par ailleurs, est-ce que vous êtes d'accord pour que les professionnels de santé de cette structure y accèdent pour regarder les informations? Mais en tout cas, ayant en tête qu'il y a déjà eu un impact très concret de cette XP, qui a été cette décision qu'on a prise collectivement. Et je continue. Alors encore un autre sujet, mais c'est directement lié sur l'équipe de soins. Donc je vous le disais, l'équipe de soins, très complexe à comprendre. Il y a cette question du consentement. Il y a aussi l'épisode de soins, mais étonnamment semblant plus facile sur le terrain à décliner. Et donc l'équipe de soins, on a un retour d'expérience très intéressant. On a voulu vous le présenter parce qu'on pense que c'est vraiment le mérite des expérimentations, c'est de faire mettre en évidence des écueils, entre guillemets, ou en tout cas des problématiques qu'on n'avait pas forcément identifiées. Et vous allez voir, celle-ci, pour l'instant, elle n'est pas forcément résolue, mais ce sont des cas d'usage qui ne sont pas tout à fait dans le cadre général habituel. Vous êtes nombreux à avoir remonté cette question de l'équipe de soins. C'est le cas dans la téléexpertise, c'est le cas dans la préadmission, etc. Là, on a un cas d'usage encore un peu plus particulier. Donc, je vais laisser Antti venir témoigner. Oui, bonjour. Je m'appelle Antti Lehtonen. Je suis infirmier coordinateur pour le prélèvement d'organes et de tissus au CHU de Nantes. Et on nous appelle aussi SPOT, donc c'est plus facile à se souvenir. Donc les SPOT organisent et coordonnent les prélèvements d'organes et de tissus dans leur établissement, assurant le lien entre les différents acteurs de la chaîne de dons. Et nous sommes des garants du respect des procédures de bonnes pratiques légales, éthiques et techniques quant aux dons d'organes et de tissus. Il y a 183 coordinations
dans les différents hospitaliers, donc dans les 4 coins de la France. Donc, on est quand même assez nombreux. Le prélèvement d'organes et de tissus après décès peut s'effectuer soit chez un donneur à cœur battant, donc un patient qui est en mort encéphalique, soit chez un donneur à cœur arrêté après arrêt des thérapeutiques en réanimation, Maastricht 3. Donc, personne voilà, qui est dehors de toute ressource thérapeutique. Des tissus, notamment cornée, mais aussi épiderme, cœur pour valve, vaisseaux, ligaments, tendons, os, peuvent être prélevés au bloc opératoire à la suite d'un prélèvement multi-organes ou dans les salles de prélèvement au sein des services mortuaires des hôpitaux. Donc, une partie très importante de notre travail est de sécuriser le don pour le bénéfice-risque pour que le bénéfice-risque pour le receveur soit acceptable. Quelqu'un qui attend un cœur et qui va mourir dans les 3 jours qui viennent, on accepte plus de risques que quelqu'un qui a besoin juste une greffe de peau pour d'autres choses. Pour cela, nous cherchons de façon exhaustive les antécédents des donneurs potentiels qui nous ont été présentés afin d'écarter les donneurs qui présenteraient des contre-indications médicales à don. Donc pour cela, jusque-là, avant le DMP, on consulte le dossier médical hospitalier des patients qu'on nous présente. On appelle systématiquement le médecin traitant et les spécialistes des patients, s'ils ont des consultations spécialisées. On contacte les centres hospitaliers ou cliniques où nos patients ont été soignés. Par exemple, notre patient a eu une coloscopie il y a 5 ans, on a retiré une polype. Quand on présente le dossier à l'agence de l'obémédecine, ils vont nous demander les comptes rendus en APAT. Donc, vous imaginez un petit peu tout ce qu'on doit trouver. Souvent, on est dans l'urgence, surtout le soir, la nuit, le week-end, et on a découvert cet outil DMP qui déjà nous a sauvé quelques donneurs et quelques receveurs derrière. On rencontrait aussi les proches et on leur demande les antécédents de leurs proches, habitudes de vie, consommation, tabac, alcool, toxique, donc c'est très large. Et régulièrement, le médecin traitant n'est pas connu ou n'est pas joignable, alors que nous avons besoin de ces informations rapidement. Et le DMP permet de récupérer des données médicales fiables. On a vu ça. Où est-ce que je trouve? Oui, donc la HPOT de CHU de Nantes a participé à cette expérimentation et donc nous avons pu constater que le DMP était vraiment un outil précieux, comme j'ai dit, le soir, la nuit, pendant les week-ends, où les autres réacteurs ne sont pas joignables. En tant qu'infirmier et médecin, nous avons accès au DMP selon notre matrice d'habilitation en utilisant le mode brise de glace, puisque nos patients donneurs potentiels sont toujours dans un coma grave ou morts. On ne peut pas demander leur consentement. C'est ça qui a posé en fait le problème. Et nous avons posé plusieurs avis, en fait, demandé des avis. Est-ce qu'on a le droit de consulter le DMP? Et il y avait l'avis du service juridique de délégation au numérique en santé et la direction générale de la santé que l'équipe coordination ne fait pas partie à l'équipe soignant du patient. Alors que nous, on considère qu'une fois qu'on est appelé par le réanimateur, on fait partie de l'équipe soignant du patient. Il y a donc service juridique du CHU de Nantes a pris un autre avis. Il pense que voilà, nous on a le droit de consulter le DMP. Pourtant, ils ont demandé l'avis de l'agence de la biomédecine.
Et lors d'un congrès qui a eu lieu, donc il y avait des coordinations pressantes. Il y avait la directrice donc de l'Agence de la biomédecine, Madame Jantet, et j'ai posé la question à elle. Et pour elle, c'était évident qu'on puisse consulter le dossier médical partagé des patients. Il y avait également le service juridique de CHU d'Orléans qui a abordé en fait le sujet long et large et ils ont sorti en fait plusieurs lois en fait pour appuyer qu'on peut consulter. Donc, pour l'instant, c'est un peu en suspens. Ce que moi, en tant que coordinateur, je demande, c'est que ce point soit clarifié pour que les coordinations hospitalières de prélèvement d'organes et de tissus puissent mener à bien leur mission d'intérêt public. Et du coup, juste avant de passer au prochain point, je veux dire qu'effectivement, il y a une saisine qui est en cours. Donc, on ne va pas abandonner là, mais c'était important de montrer justement toutes les complexités du cadre législatif. Juste pour compléter, le fait qu'il y ait autant de questionnements, je trouve que c'est hyper positif parce que derrière, ça montre que les gens, enfin que les professionnels s'intéressent au sujet-là et qu'ils souhaitent avoir une clarification du périmètre de l'équipe de soins. Donc voilà, on n'a pas forcément encore la réponse, mais je trouve que c'est hyper positif d'avoir ce genre de réflexion à ce stade de l'expérimentation. Alors, pour poursuivre, donc la consultation, effectivement, de quels documents on parle, de quels documents les professionnels de santé ont besoin et qu'est-ce qu'on y trouve aujourd'hui et qu'est-ce qu'on souhaiterait plus y retrouver demain. Alors, lorsqu'on regarde la classification des documents de santé qui sont consultés, qui ont été consultés depuis le mois de juin à peu près, eh ben, on retrouve finalement la classification des documents qu'on demande en termes d'alimentation et qui sont poussés à travers les programmes de financement à l'usage. Donc, on va retrouver la lettre de liaison de sortie, le compte-rendu de consultation qui, lui, n'était pas demandé dans le précédent programme de financement à l'usage SONES, mais qui l'est dans le SONSVAC 2 et qui sera poussé également à travers Open 2. La prescription de sortie, les comptes rendus d'examen de biologie et les comptes rendus d'examen d'imagerie. Donc, quelque part, c'est assez réconfortant parce que on se dit qu'en termes de puissance publique, on a su identifier les documents qui sont importants de retrouver dans le DMP parce que derrière, ça intéresse les professionnels de santé d'avoir ce type de documents-là. Les documents que souhaiteraient retrouver les professionnels de santé en plus grand nombre. Alors, on retrouve assez majoritairement, on ne vous a pas mis exactement les chiffres, mais c'était quand même une grosse majorité, les directives anticipées, les coordonnées du cercle de soins, qui sont également revenus pas mal de fois, et des proches, les dossiers de liaison d'urgence, les carnets de vaccination, on en parlait encore ce matin, les rendez-vous passés à venir, des informations également plutôt d'ordre social pour comprendre l'environnement social du patient. On souhaiterait, les professionnels de santé souhaiteraient avoir également un encart réservé à des données de nature juridique dans le cadre de patients qui se trouvent en situation de curatelle ou tutelle et également l'historique de remboursement. Et un dernier point qui n'apparaît pas, mais je le dis parce que vous en avez parlé ce matin, c'est le lien entre les actes CCAM et les documents qu'on retrouve pour essayer de retracer les épisodes de soins. Alors, effectivement, le fait d'avoir mis en place en fait une incitation nationale à alimenter, ça a répondu à la promesse d'avoir plein de DMP avec beaucoup de documents. Sauf que le beaucoup de documents, il faut pouvoir aussi le mesurer pour rester vraiment dans une approche qualitative. On a pour coutume de dire que trop d'informations tue l'information et c'est exactement ce qu'il faut éviter. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même un changement de paradigme avec tous les professionnels qui s'accordent sur le fait que le DMP, on y trouve du contenu intéressant. Et moi, j'aime bien cette phrase qui m'a vraiment marquée, qui vient d'un professionnel de santé qui dit « On est passé du dossier médical perdu au dossier médical partagé ». Je trouve que c'est vraiment un qualificatif de l'expérimentation et du ressenti global des professionnels de santé sur l'usage du DMP, et ça, c'est hyper positif. Donc, le quantitatif, c'était effectivement un préalable et c'était une stratégie nationale de dire, avant de donner envie, pour donner envie,
il faut donner du contenu. Et donc, le contenu, ça passait par une approche quantitative. Maintenant que cette approche quantitative, elle existe, eh ben, il faut qu'on aille vers du qualitatif pour ne pas noyer les professionnels de santé et aller dans des consultations qui seraient déceptives. Donc, il y a plusieurs leviers à ça. On nous a fait remonter déjà qu'il faudrait que les délais d'alimentation soient plus courts, notamment lorsqu'il s'agit de l'aide de liaison de sortie pour les structures de prise en charge aval. On a une HAD notamment qui déplore le fait qu'elles doivent réaliser en fait des admissions sans avoir la lettre de liaison de sortie qui arrive parfois un mois après la sortie du patient, ce qui est un peu dommage. Ensuite, on a également un enjeu autour de la recherche des documents qui doit être facilitée en respectant du coup les types de documents pour qu'on identifie rapidement la nature des documents qu'on souhaite rechercher, qu'on mette en place également des filtres de recherche qui facilitent du coup la consultation des documents. Et pour aller plus loin également, on a des professionnels de santé qui souhaiteraient aller sur de la recherche textuelle, donc ne pas se limiter à l'intradoc, mais au CDA, la recherche sur les métadonnées, mais surtout en intradoc avec la recherche textuelle. Et donc, pour répondre à ça, donc on ne pourra pas répondre à tout maintenant, mais en tous les cas, un premier niveau de réponse qui est apporté, c'est apporté à travers la vague 2 du Ségur à l'hôpital avec la montée de version des dossiers patients informatisés qui permettront de consulter le DMP de manière intégrée. Et par ce biais-là, les professionnels de santé pourront identifier rapidement si le patient a un profil Mon Espace Santé ouvert. Ils pourront identifier également rapidement à la consultation le nombre de nouveaux documents qui sont venus alimenter le DMP depuis leur dernière connexion, les types de documents qui ont été alimentés depuis leur dernière connexion, les rédacteurs qui sont à la source de cette alimentation et également les documents invisibles du patient. Et en cours d'instruction, on a bien entendu le fait que vous souhaitiez aller plus loin dans cette recherche-là. Et donc, il y a une recherche autour de l'intégration à partir d'outils d'intelligence artificielle pour justement exploiter cette structuration de données. Du coup, pour continuer toujours un peu sur les effets de la consultation, donc là, c'est plutôt les impacts, j'allais dire effet de bord, mais positif, vous allez le voir, de la consultation. En fait, la consultation, elle a eu un effet assez visible tout de suite sur les pratiques d'alimentation et même avant l'alimentation, les pratiques de production des personnes qui participaient à l'expérimentation. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, les professionnels de santé qui consultaient, tout de suite, ça prenait beaucoup plus de sens pour eux, et c'est tout à fait normal, d'aller alimenter ce qu'on leur demandait parfois depuis un certain temps, souvent un peu de manière transparente en établissement. Et donc, il y a eu une prise de conscience et de confiance peut-être, mais en tout cas de conscience de l'impact et de l'intérêt métier. J'ai un médecin généraliste tout à l'heure dans un atelier qui disait qu'il alimentait maintenant quand il savait que son patient a été hospitalisé. Il se rendait sur lui son logiciel et il allait rajouter tous les documents dans le DMP pour que tous les documents soient présents côté hospitalier. Et donc je trouve que c'est une super illustration justement de cet effet positif de la compréhension de l'intérêt de l'alimentation via la consultation. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi évidemment des renforcements du dialogue, donc je laisserai juste après un témoignage. Mais en tout cas, on a beaucoup de pilotes qui nous ont dit qu'ils avaient renforcé les liens et la collaboration avec la ville. Et d'ailleurs, on partait complètement sur une expérimentation en établissement. Et si vous regardez les personnes présentes aujourd'hui, il y a beaucoup de libéraux. Et je pense que c'est un des grands enseignements de cette expé, c'est qu'en fait, par construction, il y avait besoin qu'il y ait des représentants de la ville parce que justement, la consultation, elle permet de renforcer ce lien. Et puis, le fait que les documents soient consultés, forcément, ça fait comprendre aussi que tout ce qui est rédigé, tout de suite, si on sait à qui c'est adressé ou que c'est adressé à des personnes, il y a eu des retours tout au long de l'expérimentation qui disaient on met plus tout à fait les mêmes choses. Forcément, on a un peu adapté ce qu'on mettait dans nos comptes rendus, donc vraiment dans la production même, parce qu'on se rend compte maintenant qu'on a des collègues qui vont aller regarder, il y a le patient qui va aller regarder, et donc ça change beaucoup de choses. On ne donne pas les informations de la même manière, on ne donne pas tout à fait les mêmes informations. Et puis,
un peu une logique autour de, peut-être avant des incompréhensions qu'il y avait, ou en tout cas, il y avait beaucoup peut-être de confusion entre les DPI régionaux, mon espace santé, le DMP, enfin voilà, un peu tout cet écosystème qui coexistait. Et on sent que petit à petit, il y a justement une précision, cette consultation amène à une précision sur le rôle de chaque brique et sur la complémentarité. Ça devient plus clair, c'est normal, ça démystifie un peu ce qu'est le DMP. Et donc, c'est très intéressant. Donc, vous avez un verbatim là, par exemple, et puis vous étiez quand même, il y avait 2 tiers des répondants qui disaient comme ça que ça avait impacté leur relation avec leurs collègues. Et pour en parler, je vous propose justement, dans un exercice justement de pluralité, de laisser la parole à la MSP et le CH d'Arles, qui ont justement fait de ce lien ville-hôpital tout le cœur de leur expérimentation. Donc, je vous laisse prendre la parole. Alors, je prends la parole peut-être. Oui. Bon. Alors, je suis Paul Cochet, médecin généraliste à Tarascon et président d'une maison de santé qui a établi un lien privilégié avec l'hôpital d'Arles grâce à l'entremise de la CPTS du pays d'Arles. Et donc, alors d'abord, moi, en entendant tout ce qui a été dit précédemment, je me rends compte que j'ai de la chance, de mon côté, d'être en ville, parce que mon logiciel métier me permet de faire des choses très aisément. En effet, l'alimentation du DMP pour nous est tout à fait simple, glisser de nos données directement dans l'icône DMP. Voilà, franchement, rien n'est plus simple. Il faut simplement renseigner l'intitulé général du document. Et voilà, c'est tout simple. Donc, pour moi, ça fait quand même 40 ans que j'exerce la médecine. Et donc, je me suis rendu compte que le DMP, c'est quelque chose dont on a toujours rêvé depuis au moins 40 ans. Donc, c'est là. Et franchement, il faut en profiter. Donc, c'est un des premiers points que je voulais dire. Mais par ailleurs, grâce à la maison de santé que nous avons créée et grâce aux infirmières qui en font partie et qui sont très actives dans notre maison de santé, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a eu des interrelations entre les infirmières des urgences de l'hôpital et nos infirmières libérales dont je ne savais pas qu'elles puissent être aussi intenses. Donc, du coup, je vais laisser la parole aux infirmières des urgences de l'hôpital d'Arles et pour expliquer un petit peu cette fiche de liaison qu'elles ont établie pour faciliter la connexion entre nous. Voilà. Bonjour, Sandrine Otterman. Je suis infirmière gériatrique aux urgences d'Arles. Alors, avant de faire un petit retour sur l'expérience, juste vous dire qu'est-ce que c'est qu'une IGU, parce qu'on n'en retrouve pas de partout en France. C'est un appel à projet de l'ARS région PACA, voilà, qui a été mis en place en 2020. Et donc est mis en place sur l'hôpital d'Arles en 2021. Voilà. Actuellement, nous sommes 6 IGU. On couvre 24 heures sur 24 aux urgences d'Arles. Donc, on a 2 casquettes. Donc, on prend les personnes au sein des urgences, voilà, et on fait un repérage des fragilités de la personne âgée de 75 ans et plus. On fait un repérage psychosocial, ce qui permet de préparer l'hospitalisation et surtout le retour à domicile. On travaille bien sûr en lien avec les partenaires de l'hôpital, mais les médecins des urgences, tout le paramédical, également les équipes mobiles de gériatrie intra, extra, mais aussi avec la ville, avec le DAC, avec l'A3, les plateformes de répit pour les aidants. Voilà, donc on fait de la coordination du parcours de la personne âgée, on fait de la prévention
informations également. Et la deuxième casquette, on évite la venue des urgences des personnes de 75 ans. Voilà, donc on fait des HTU, on est beaucoup en lien avec les EHPAD aussi pour donner des conseils, parce qu'on a la chance d'avoir des médecins au sein des urgences pour nous aider, donc voilà, pour répondre aux questions éventuelles. Voilà, donc HTU, c'est des hospitalisations temporaires d'urgence, donc pour éviter, voilà, tout ça. Voilà, donc on va se refocaliser sur l'expérience. Voilà, donc c'est vrai qu'au début, comme tout Français, quand il y a une mise en place, bon, on est très heureux, mais on est confronté des fois au scepticisme de certains, hein, c'est typiquement français, voilà, de cette mise en place. Mais au fur et à mesure de la consultation du DMP, alors oui, je ne vous ai pas dit, donc on est infirmière gériatrique aux urgences, donc nous, on avait un rôle de consulter le DMP pour les personnes qu'on prenait en charge au sein des urgences. Voilà. Et donc, on s'est aperçu, bon, forcément, qu'il y avait des freins et des points positifs. Et les freins, au final, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup plus de points positifs. Bon, je vais quand même énumérer, même si on a vu ce matin les différents freins. Voilà. Donc, on a fait face aussi à des infirmières qui n'avaient pas leur carte CPS parce qu'elles n'étaient pas inscrites à l'ordre infirmier. On a eu au démarrage quelques problèmes de connexion par rapport au boîtier avec notre carte CPS. Donc, il fallait s'y prendre à plusieurs reprises, mais après, ça a été, voilà, c'était sur un temps donné. On s'est aperçu que lorsqu'on a enlevé le problème de recherche restreinte seulement avec le numéro de l'INS, voilà, on pouvait plus consulter avec le nom, le prénom, la date, voilà. Des problématiques aussi quand il y a trop de données, parce que surtout la personne âgée, il y a beaucoup de vécu derrière, donc forcément, et au contraire, ça veut dire trop de données, ça veut dire que le DMP est bien rempli. On ne va pas se plaindre. Mais voilà, quand il y a trop de données, il faut qu'on utilise un filtre chronologique. Voilà, des faits plus récents pour avoir, voilà. Donc, on avait pensé une barre de recherche, peut-être pour simplifier les choses. Voilà. Voilà, on a retrouvé des ordonnances mises sporadiquement des fois, sans mise à jour. Voilà, forcément. Des ordonnances retrouvées, mais voilà. Bon. Et problématique aussi d'invisibilité de certains documents vus par le patient. Alors, les points positifs, c'est l'essentiel. Voilà, nous, on travaille avec une population de personnes âgées, c'est une population fragile, ayant parfois des troubles cognitifs, et au sein des urgences, on retrouve une population des personnes inconscientes venant aux urgences où l'entretien, avoir des infos par le patient est impossible ou compliqué. Donc, alors comment le DMP est là. Il permet de centraliser toutes sortes d'informations utiles dans la prise en charge. Le DMP nous a permis de créer des liens forts entre la ville, l'hôpital et inversement. Il permet de rassembler à un même lieu toutes les données. On a vu aussi des DLU, des EHPAD dématérialisés, retrouvés dans le DMP. On a vu aussi, grâce au DMP, on a évité des doublons aux urgences, de refaire les mêmes examens pour la patiente venue aux urgences. Par exemple, c'était une patiente qui était venue pour X raisons. Il fallait faire un bilan sanguin, et la veille, en ville, elle avait eu un bilan sanguin. Et on a pu retrouver le bilan sanguin et éviter de refaire un bilan sanguin. Donc, ça veut dire gain de temps, gain de confort pour le patient, de coût, et une prise en charge plus rapide pour le patient. Voilà. Au départ, de plus en plus maintenant, les médecins urgentistes sont de plus en plus ravis, et ils nous interpellent maintenant systématiquement. Et même les médecins dans les étages, dans les services, demandent d'avoir des informations, donc ils nous sollicitent, puisque c'est nous qui avons le boîtier.
Voilà. Grâce au DMP, on a pu retrouver les antécédents, allergies, situations familiales, traitements, par le biais de bilans des médecins traitants. Voilà, des coordonnées de la famille, des personnes de confiance qu'on a pu retrouver dans le DMP. Voilà, on avait une patiente errante sur la voie publique qui savait que son nom, son prénom. On l'avait retrouvée avec l'INS parce qu'elle était déjà venue aux urgences, mais on n'avait pas une personne de confiance pour avoir autant d'informations. Et grâce au DMP, on a pu retrouver tout ça. On a pu aussi retrouver des synthèses d'organismes aide à domicile, prise en charge de DAC, numéro de téléphone d'IDEC. En fait, en résumé, c'est une mine d'informations si c'est bien rempli. Gain de temps, de confort pour le patient. Voilà. Et pour conclure, la consultation du DMP, ce n'est pas une perte de temps. Voilà. C'est au contraire plusieurs slogans. DMP, c'est l'adopter. DMP est là pour votre sécurité. Le DMP peut sauver des vies. Et le DMP est l'assurance d'un suivi de santé. Et c'est le carnet de santé numérisé. Bon, juste une petite précision, c'est qu'en fait, les infirmières d'urgence et les infirmières libérales ont établi une fiche de liaison commune qui est intégrée ensuite dans le DMP. Et sur cette fiche de liaison figurent en effet les coordonnées des proches, la situation d'autonomie du patient, c'est-à-dire on peut le renvoyer chez lui facilement ou s'il faut prévenir une aide particulière. Donc, en fait, ça facilite le retour à domicile des patients dépendants. Et voilà, c'est énorme, en fait. Donc ça, c'est quand même le fait d'une fiche de liaison spécifique que nous a établi notre éditeur de logiciel, que l'on peut donc transférer de notre dossier médical directement dans le DMP, comme un examen paraclinique ou toute autre chose. Alors, il y a une chose aussi, en tant que médecin généraliste, je regrette, c'est vraiment le manque d'un carnet de vaccination. C'est fondamental parce qu'ils sont faits n'importe où et on ne sait pas si ça a été fait ou pas, et ça donne lieu à des redites éventuellement. Voilà. Merci beaucoup. Je tiens à préciser qu'on n'a pas du tout payé pour les slogans et qu'ils sont libres de tout droit. J'avais oublié qu'il y avait cette slide, mais bon, vous l'avez très bien fait à l'oral. Oui, juste très rapidement, effectivement, Thomas me dit, sur Arles, il y a 87% des DMP qui ont été consultés qui étaient remplis. Donc, quand on dit que les DMP ne sont plus vides, je pense que c'est un retour quantitatif très clair. Et 100% de patients qui ont accepté, qui ne se sont pas opposés, qui ont consenti à la consultation. C'est vrai que c'est une très belle stat aussi. Merci beaucoup. Oui, d'ailleurs, juste pour rebondir, c'est vrai que tu en avais parlé, mais ce qui est assez surprenant, c'est que quand bien même les patients ne connaissent pas le dispositif Mon Espace Santé, eh bien, en fait, ils ne refusent pas la consultation. Dès lors qu'il y a une approche en fait, pédagogique d'explication, eh ben, on sent que ça débloque la situation. Là, on pourrait penser que lorsqu'on ne connaît pas, on freine naturellement. Ce n'est pas du tout le cas, du coup, vis-à-vis du DMP. Et du coup, c'est de bon augure pour la suite. Alors, du coup, pour arriver vers la généralisation, on a demandé à nos professionnels de santé si, après l'expérimentation, ils allaient continuer leurs usages en matière de consultation. Et donc, oui, à 100%, tous les professionnels de santé de l'expérimentation qui ont répondu au questionnaire ont dit oui. Après l'expérimentation, nous continuerons à consulter Mon Espace Santé car on a compris qu'on y trouvait un réel intérêt. Modulo, bien entendu, les freins qu'il faudra lever sur les années à venir, mais l'intérêt métier y est et l'envie y est aussi. Et du coup, pour nous, c'est hyper positif. Et donc, ces professionnels de santé recommandent l'usage. Nous, on est persuadés que lorsque les pairs parlent aux pairs,
ça prend plus que lorsque c'est le national qui dit qu'il faut que. Et donc, du coup, on compte pour vous pour voilà, continuer à parler d'une même voix hyper positive sur la consultation de mon espace santé. Donc, pareil, à un titre illustratif, il y aura peut-être des redites avec les slogans de madame, mais le DMP peut sauver des vies. On peut retrouver des informations cruciales pour la prise en charge d'un patient dans son DMP, surtout s'il est dans la capacité de répondre. On a vu les cas d'usage là tout à l'heure. C'est un gain de temps, même si effectivement au démarrage, il y a un petit investissement. Cet investissement, on le retrouve sur la durée. Ça permet de recueillir rapidement des informations fiables. Le fait également de savoir que le patient a déjà réalisé des examens récemment et donc éviter les examens en doublon. L'assurance de trouver les documents cherchés et ils sont très souvent remplis, ces DMP, avec des informations pertinentes, même si effectivement, il y a certains types de documents qu'il faudra qu'on développe à l'avenir, par exemple le carnet de vaccination ou autre type de documents. Et donc, on vous a mis en dessous, en fait, un score qui permet de matérialiser le fait qu'il y a une conviction des professionnels de santé à aller sur l'espace documentaire de mon espace santé /DMP. On était dans une configuration où on n'était pas la plus facile avec le WebPS DMP, comme on n'est pas dans cette logique intégrée. Mais malgré ça, malgré cette difficulté en fait parfois de connexion via le WebPS DMP, on a quand même des professionnels de santé qui considèrent que ça vaut le coup, la valeur ajoutée est si importante qu'ils prennent le temps de dépasser entre guillemets la difficulté technique d'absence d'interface pour le moment. Et donc, on a des professionnels de santé convaincus et ces professionnels de santé convaincus ont permis de convaincre d'autres professionnels de santé. C'est ce qu'on appelle vraiment l'effet boule de neige de l'expérimentation qui nous a, en tout cas moi à titre personnel, assez surpris. Au démarrage, on est parti, c'est pour ça que je disais qu'on était parti petit et on considère qu'on a terminé grand puisqu'on avait peu d'établissements pilotes avec 1 voire 2 professionnels de santé dans chaque établissement avec parfois timidement un parcours. Et à la fin de l'expérimentation, on a beaucoup plus de professionnels de santé qui se sont embarqués dans l'expérimentation, même s'ils ne se sont pas déclarés au départ. Et ça a provoqué aussi des nouveaux parcours, voire parfois des partenaires avec les établissements de santé qui ont joué le jeu justement de la consultation, par exemple à travers le dernier témoignage qu'on a eu. Et donc, ça s'est traduit d'un point de vue quantitatif avec un nombre de répondants au questionnaire qui est venu s'augmenter au fil de l'expérimentation. On a eu des structures qui ont fait évoluer leur expérimentation pour répondre aux demandes des professionnels de santé de faire partie de cette expérimentation. Donc ça, c'était assez énorme. Sachant que, je le rappelle, c'est une expérimentation sans financement. Et on a eu également une expérimentation avec, on a mis en place un questionnaire hors expérimentation et on a des professionnels qui sont venus de leur plein gré sur le site de l'ANS pour répondre à ce questionnaire hors expérimentation, ce qui montre que le sujet en soi est vraiment un sujet d'intérêt pour les professionnels de santé. Et donc, du coup, pour témoigner de cet effet boule de neige, on a 2 structures qui vont nous expliquer comment justement cet enthousiasme s'est créé. Donc, le CHU Grenoble, Camille, et Marie-Hélène Raff, directrice de la HAD Centre-Alsace. Je te laisse commencer. Je commence. Merci. Alors, Camille Lavrel, je suis responsable du secteur des solutions médicales, donc le DPI principalement et les outils lien ville-hôpital au CHU de Grenoble. Donc, nous, sur la partie boule de neige, en fait, pour remettre un peu le contexte, l'expérimentation, pour nous, c'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe au départ. On finissait son ES. On s'est dit, bon, allez, on y va. Ça va nous permettre d'appréhender un petit peu la consultation du DMP, les problèmes techniques, les problèmes organisationnels. Il s'est passé 3 mois, on a fait 2 parcours, on a fait des réunions, ça s'est plutôt bien passé. Et puis l'été est arrivé. Et au mois de septembre, on s'est retrouvés, j'ai rouvert ma boîte mail, j'avais une dizaine de médecins qui m'avaient écrit pour dire il faut vous montrer, moi aussi je veux, moi aussi il y a un intérêt. Et puis finalement, on est toujours à part et puis on n'est pas content. Enfin ouais. Donc ils étaient tous un petit peu moteurs. Donc on s'est dit c'est pas grave, on va prendre un peu de temps, on va aller les voir. On en a fait 1, 2, 3. Et puis en fait, on est arrivé à 16 services. Et on s'est dit, en fait, c'est pas du tout la bonne façon de faire. On n'est pas organisé. Donc on a mis un petit peu en stand-by.
Et puis on s'est restructuré, on s'est réorganisé. On a eu aussi une action au niveau régional qui a permis de replanter un petit peu le décor de mon espace santé, du DMP, de la consultation, de l'aspect aussi juridique derrière. Et donc on reprend finalement un déploiement structuré avec d'abord une composante technique, donc avec un déploiement de l'authentification CPS sur nos PC. Et ensuite, un déploiement à l'usage, c'est-à-dire plutôt sur des formes de parcours avec notamment un projet de responsabilité populationnelle au sein de l'établissement pour après faire de l'usage circonstancié, comme on a dit tout à l'heure, et éviter des usages un petit peu comme ça, sans forcément de contexte. Parce qu'on l'a dit, hein, c'est pour mettre une petite note négative. L'essayer, c'est l'adopter, oui, mais la problématique du nombre de documents, le fait que les secrétaires n'aient pas accès au DMP, on a quand même des médecins qui nous disent ah, c'est quand même décevant, j'aurai pas le temps, tant pis, ce sera pour plus tard. Et ça, c'est quand même dommage parce qu'il y a vraiment un besoin. Et notamment, juste pour marquer le coup sur les secrétaires médicales, on a un service qui nous avait demandé de venir. Donc le médecin nous a dit, j'organise la réunion, vous venez, vous nous montrez, ce sera super. Et en fait, dans la réunion, il n'y avait que des secrétaires médicales avec leur CPE. Donc on n'a pas pu faire grand-chose et ça a été un petit peu la grosse déception. Mais voilà. C'est bien noté. Donc pour l'HAD de Colmar, on est au centre Alsace. On est une HAD polyvalente de 120 patients. On fait de l'obstétrique, de la rééducation et puis tout ce qui est complexe, soins palliatifs. Donc nos premiers parcours, on avait choisi de l'obstétrique et de la rééducation parce qu'on a aussi de la chance d'avoir un kiné qui est très penché sur tout ce qui est numérique, donc c'était facilitant. Et progressivement, on s'est rendu compte que les autres filières, plaies, cicatrisation, soins palliatifs, et souhaitaient aussi y participer. Donc, on leur a transmis les différents questionnaires, on a retravaillé ensemble ces différents parcours. Donc, il y a eu vraiment un engouement. Et on a la chance aussi dans l'établissement, Catherine qui est là avec nous, qui est secrétaire, effectivement. Donc, on a relevé ces problématiques liées au secrétariat. Mais nous, ça fait plusieurs années qu'elle est déjà plus dans un rôle de secrétariat, mais dans ses nouveaux métiers. Et du coup, qui s'occupe aussi de former, puis comment donner envie aux différents collaborateurs. Donc, on avait fait le choix, hein, Catherine va mieux nous l'expliquer, de former tout le monde, qu'on soit comptable, RH, infirmier, médecin, justement à mon espace santé, au numérique. Et puis, on a fait tout ce qui était hygiène numérique. Je passe la parole à Catherine. Donc, effectivement, on fait une fois par mois un atelier numérique où, dedans, je forme les gens à créer leur propre espace santé personnel pour qu'ils puissent quand même savoir de quoi on parle s'ils en ont envie. Hein, ce n'est pas une obligation. Donc, on détaille un petit peu pour voir ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Ensuite, on fait tout ce qui est carte CPS. Donc, pour les libéraux, par exemple, qui viennent travailler en HAD, on montre comment il faut modifier les données au niveau de l'ordre. On commande les cartes CPS s'il le faut. On transforme les cartes CPS en ICPS. Donc, on fait ça vraiment tous ensemble. Ensuite, tout ce qui est consultation du DMP alors, on a la chance à l'époque d'avoir fait l'expérimentation du DMP en mode R. Donc, on l'a effectivement intégré dans notre DPI. Donc, du coup, on a pu faire cette expérimentation en consultant directement. Donc, c'est un avantage pour les professionnels de santé, du coup, pour qu'ils viennent faire ces consultations. Et donc, voilà, je leur ai montré comment faire. S'ils avaient des questions, donc je suis la référente. Dès qu'il y a un souci, en fin de compte, ils savent qu'ils peuvent venir vers moi. Et j'essaye de résoudre les problèmes. Donc ça, c'est un avantage aussi d'avoir une personne, ou plusieurs, mais vraiment référents par rapport à ça. Et après, c'est tout ce qui est cybersécurité. On en parle aussi dedans, et identitovigilance. Donc ça, c'est dans l'atelier numérique. Ça dure à peu près 2 heures. Et on le fait à peu près une fois par mois, une dizaine de personnes. Voilà. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Et ça fait vraiment plaisir. On a un dernier segment, on va dire, juste sur la partie prise en charge. Donc, on vous a mis plein de verbatim. Je vais peut-être pas tous les faire en plus. Certains, vous les avez déjà entendus parce que c'est transparent. Ce sont les mêmes pilotes qui parlent que ceux qui nous ont répondu sur le questionnaire. En tout cas, on trouvait ça intéressant d'avoir
un dernier cas d'usage concret, je vais y arriver. Delphine, voilà, donc si tu peux venir expliquer un peu comment tu l'utilises et donner un cas d'usage concret, et après on partira sur la partie généralisation. Oui, non, mais je vais vous parler. Le tout, c'est de choisir le cas en fait. Je vais faire deux cas. Un petit qui est assez court. Un patient qui a fait une chute, qui s'est retrouvé hospitalisé. C'était un patient, pour la petite histoire, qui était porteur d'une stomie. Donc, au cours de son séjour, il a eu des examens. Il a été vu par un spécialiste, un gastro-entérologue. Il est ressorti et il se trouve que 6 mois avant, on avait déjà pris rendez-vous avec lui pour le suivi de sa stomie et le fait d'avoir pu voir la fiche de liaison et ce qui s'était passé à l'hôpital, ça a permis de ne pas renouveler cette consultation. Donc, c'est un gain déjà pour le patient parce que ce n'est pas forcément des événements, des consultations qui sont très, très agréables et un coût, un impact pour la société, hein, puisque ça a évité de remobiliser à nouveau le coût du transport, voilà, du temps médical. Donc, c'est un exemple d'optimisation du temps de soins. L'autre exemple, alors, on vous l'a dit, vous avez vu mes collègues locaux, on va dire, de l'hôpital d'Arles. Je retrouve une patiente au sol. Moi, oui, c'est écrit, je suis infirmière à domicile. Donc, je contacte les pompiers qui viennent chercher la patiente pour la rediriger vers l'hôpital. Et immédiatement, je contacte l'hôpital. J'explique que le médecin traitant renseigne très très bien les DNP, donc ils vont pouvoir disposer d'une mine d'informations. On a établi une fiche de liaison ville-hôpital qui permet de donner un reflet, voilà, une vision globale de l'environnement du patient. Est-ce qu'ils ont des auxiliaires de vie? Est-ce qu'ils sont autonomes pour manger? Enfin bref, des questions assez importantes pour préparer le retour à domicile, hein, puisque le but, c'est pas qu'ils sortent de l'hôpital et qu'ils retombent 3 jours après. L'hôpital fait un très gros travail pour pérenniser les retours à domicile aussi, et je les en remercie. Donc, au final, la patiente, avant même de mettre un pied à l'hôpital, toute l'équipe l'attendait et avait toutes les informations disponibles, voilà, sans avoir à mener une enquête, d'appeler la pharmacie pour connaître les traitements. Donc, la patiente n'a pas passé 6 heures sur un brancard, elle était ravie. Les équipes sur place ont pu la prendre en charge immédiatement puisque le recueil de données était déjà fait. Et comme je disais, il n'y avait pas besoin de partir à la recherche d'informations. Le séjour a été très court. La patiente, elle est rentrée à domicile. Elle était ravie. Nous, on a pu avoir un retour aussi sur ce qui avait été fait. Et la famille aussi m'a contacté pour faire un retour et je le transmets une fois de plus à l'hôpital où elle a dit vraiment... on voudrait remercier l'hôpital parce que ça s'est très, très bien passé. Ils ont beaucoup apprécié cette prise en charge. Donc, c'est vrai que voilà, le DMP, le petit mot, voilà, c'est vraiment l'affaire de tous. Et je crois qu'à partir du moment, et c'est ce dont on disait, hein, comment arriver à motiver les professionnels. Alors non, les instances, ne nous menacez pas. Ou c'est pas forcément, on n'est pas des êtres vénaux appâtés par le gain. Je crois que la motivation, elle est intrinsèque en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit qu'on peut se recentrer sur le cœur de notre métier, qui est le prendre soin, voilà, ou en l'alimentant, en optimisant les choses et en les systématisant, on s'enlève un petit peu de la contrainte, le fait de devoir répéter, la multiplicité des supports, tout ça, ben, je crois que forcément, on va tous adhérer. Voilà. Donc, merci pour cette expérimentation. C'est compliqué de continuer après. Non, merci beaucoup pour ce retour. On va aller assez vite juste très rapidement vers la généralisation. C'était pour vous faire un retour. Alors certains le savent déjà parce qu'ils sont très concrètement, ils travaillent côté région, mais c'était pour les établissements, pour vous dire aussi que l'expérimentation se clôture ici, mais elle continue sous un autre format, ou en tout cas, il y a eu une volonté de généraliser cette approche qu'on a eue. Il y a eu donc une demande de mise en place de services expérimentateurs dans 40% des établissements en France, avec
tous les défis, et on en a parlé avec certains d'entre vous côté région, que ça signifie. C'est pas dans le 40% qui nous intéresse, c'est plutôt de dire que la démarche, on veut la continuer, la dynamique, on veut la continuer. On pense vraiment, vous nous avez convaincus qu'il était possible de commencer à penser la consultation dès maintenant, même s'il n'y a pas encore les développements et les logiciels vague 2, que c'était important d'anticiper. On a entendu plein de cas qui ont émergé grâce à cette expérimentation. Il y a et donc on a envie de les avoir le plus en amont possible, qu'ils émergent dans les prochains mois, plutôt que le jour où la France tout entière, ça n'arrivera pas du jour au lendemain, hein, mais que la France tout entière a la consultation à portée de clic. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu avoir ce maillage au niveau national, que l'ensemble des régions aient justement cette notion de référent un peu consultation, d'expert consultation, que vous êtes tous aujourd'hui, vous, pilotes d'expérimentation. Et donc voilà, donc on verra ce que ça donne. Le but, c'était pas de faire 10 minutes de live dessus, mais c'était juste de vous dire qu'il y a une déclinaison, et je pense que c'est une marque importante aussi de la réussite, pour nous en tout cas, de cette expérimentation, c'est qu'on a voulu en conserver l'esprit et en poursuivre les bienfaits. Le guide du déploiement. Bonjour à tous, donc Séverine Brachet pour la CNAM. Simplement pour vous rappeler, parce qu'il me semble qu'on vous l'avait présenté lors du rétex intermédiaire du 9, on a élaboré un guide de déploiement de la consultation. Alors l'objectif, c'est de vous accompagner au mieux dans l'appropriation de la consultation. Ce guide, il a pour rôle d'être le plus exhaustif possible et de vous présenter les différents modes de consultation vraiment dans le détail, donc que ce soit par CPS, ICPS et bien sûr avec le mode R dont Céline vous a parlé. Alors, il s'adresse à l'ensemble des acteurs, hein, que vous soyez professionnels de santé, libéraux, en établissement, que vous soyez acteurs régionaux ou industriels du numérique en santé. Ce guide est pour vous. Alors, actuellement, il est en relecture auprès des établissements pilotes. On attend avec impatience le retour pour pouvoir poursuivre et finaliser surtout ce guide. Il devrait être à disposition début d'année. On espère pouvoir vous le publier pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Mais là, on va être sur un travail, on va essayer de capitaliser sur tous les retours qu'on va pouvoir faire. Parce que comme je le disais, son but, c'est d'être le plus exhaustif et de répondre à toutes les questions les plus précises et avec des pas à pas aussi sur la consultation. Donc voilà, prochaine étape début d'année pour la publication. Merci beaucoup. En complément du coup de ce qui vous a été présenté, je pense que certains d'entre vous, que vous soyez région ou établissement de santé, en tout cas je l'espère, avaient pu participer au webinaire qu'on organise au niveau de l'ANS en lien avec la DNS. Hein. L'idée, c'était vraiment de s'emparer de ce sujet-là avant même qu'effectivement les DPI soient prêts, parce que comme je vous l'ai dit en introduction, il faut d'une part savoir quelles sont les fonctionnalités qui vont vous être présentées par les éditeurs de DPI. Et on a vu que dans le cadre de la vague 1, il y avait quand même une forme de méconnaissance des évolutions logicielles. Et donc, il nous paraissait hyper important que les établissements de santé ainsi que les régions, parce que ce sont les régions qui vous accompagnent, soient au fait des fonctionnalités qui vont arriver. Et surtout, vous mettre en visibilité l'ensemble des chantiers techniques, organisationnels et de change qu'il va falloir anticiper pour faire en sorte que la consultation, en tout cas sa généralisation, se passe dans les meilleures conditions possibles. Et ça s'est traduit par la mise en place d'un dispositif d'accompagnement qu'on appelle Hôpital Vague de Ségur. Et une des premières briques, ça a été de vous proposer un certain nombre de webinaires thématiques. Et les thèmes qu'on adresse, ce sont justement les thèmes d'intérêt sur lesquels on souhaite avoir un point d'attention plus particulier. L'ensemble de ces webinaires, du coup, sont disponibles sur la page ANS. Donc voilà, je vous invite à aller les consulter. Les supports sont disponibles. Et l'enjeu pour nous sur 2025, c'est de passer de ces webinaires, entre guillemets, théoriques à une mise en pratique sur le terrain. Et ça passera par un travail croisé avec les régions que sont les ARS, les grades et le réseau assurance maladie. Donc l'accompagnement, bien entendu, plus opérationnel encore, se poursuivra en 2025 au bénéfice des établissements. Je vais passer très très rapidement, je ne peux pas ne pas faire une piqûre de rappel. Il y a un document qui s'appelle les fondamentaux qui résume aussi tout le dispositif de la manière la plus pédagogique. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre dessus. On vous enverra les slides, il y a tous les liens
cliquable. Et donc voilà, on pense que ça va être très intéressant pour tous les profils et pour avoir vraiment une vision à 360 sur tout l'écosystème. Et puis, pareil, tout aussi rapidement, parce que j'espère que vous les connaissez très bien, mais il y a des ambassadeurs Mon Espace Santé qui sont dans toute la France. Ils sont à peu près 3000 et donc ils sont à votre disposition. On passe notre temps, nous, à aller solliciter les pauvres en Île-de-France, mais ils nous aident beaucoup. Ils étaient encore sur le Salon des maires avec nous la semaine dernière. Début de semaine, la semaine dernière. Et donc voilà, n'hésitez pas, notamment vous, établissements, à les solliciter. Ils sont très bons aussi pour aller expliquer aux professionnels de santé, pas que sur la partie usagée, mais vraiment, ils connaissent par cœur Mon Espace Santé et ils connaissent très très bien tous les arguments et comment les expliquer au mieux. Et le mot de la fin, on voulait terminer parce qu'on a beaucoup laissé parler les établissements pilotes. On a beaucoup parlé, désolé, on a essayé de limiter, mais on est bavarde. On voulait absolument qu'il y ait une région qui termine parce qu'elles ont été tellement centrales dans cette expérimentation. Et donc, on a laissé la parole, le mot de la fin à la région Nouvelle-Aquitaine, qui en plus n'avait pas encore parlé. Donc, voilà. Merci. Alors bonjour à tous. Alors moi je suis Stéphanie Legrand, donc je suis directrice de projet donc numérique à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Nathalie Renou, donc coordonnatrice régionale e-santé pour le versant assurance maladie. Donc bonjour à tous, Olivier Vicogne, directeur de projet Ségur pour le grade ESEA de Nouvelle-Aquitaine. Donc, avant de parler de la fameuse généralisation, je vais vous faire un tout petit flashback pour expliquer comment on en est arrivé là où on en est aujourd'hui. En fait, en 2022, donc évidemment, on a suivi le déploiement de Mon Espace Santé avec l'alimentation automatisée, etc., etc. Et on a eu un objectif de la DNS qui était notamment d'organiser des événements pour parler aux usagers et notamment avec le concours des ambassadeurs et du coordonnateur des ambassadeurs, Jérôme Sylvestre à Nouvelle-Aquitaine pour ne pas le citer. Et donc on s'est dit, nous qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un événement qui dépasse un peu ce clivage usagers, professionnels de santé. Alors on a décidé d'organiser un tour de région. Donc on a été faire des haltes dans chaque département de Nouvelle-Aquitaine pendant toute l'année 2023. Donc génial. Il n'y a rien de mieux que pour tâter le terrain, discuter avec les acteurs de l'inclusion, les professionnels de santé, organiser des stands pour croiser les usagers. Donc, c'était vraiment une expérience très enrichissante. Et à chaque fois, on pouvait discuter avec les acteurs lors de tables rondes notamment et pouvoir commencer à initier ce fameux lien ville-hôpital que tout le monde appelait de ses voeux. Donc ça, c'était très enrichissant. On a eu beaucoup de retours d'expérience. Mais on est rentré à la fin de l'année 2023 et nos responsables nous ont dit « c'est parfait, mais ça prend beaucoup trop de temps ». Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour continuer cette dynamique et pour pouvoir continuer à faire en sorte que tout le monde se parle, les usagers, les professionnels de santé. Maintenant, ça y est, les documents sont dans la boîte, il n'y a plus d'effet coquille vide. Maintenant, prochaine étape, que les usagers soient au courant qu'il y a un espace santé et qu'ils l'activent. Et deux, bien évidemment, que ces documents qui sont déposés soient consultés par l'ensemble de l'écosystème. Donc, en tant qu'ARS, on s'est dit, on va profiter de notre force de frappe et puis on va initier une méthode et on va envoyer un courrier à l'ensemble de nos établissements de santé et on va leur proposer, en fait, de prendre le relais, de nous aider dans cette tâche. Et donc, je vais expliquer un peu quelle a été notre méthode et je vais laisser surtout la parole à Nathalie pour qu'elle vous explique comment, pas à pas, on a mis en place cette nouvelle méthode. Oui, donc en parallèle de l'expérimentation justement qui s'est mise en place, on a voulu élargir cette expérimentation à plus d'établissements. Donc en articulation tripartite toujours. Donc après le mail qui a été envoyé auprès des 268 établissements de la région, si je ne me trompe pas, on a demandé aux établissements, alors il y avait aussi une vidéo d'accompagnement pour expliquer ce que l'on souhaitait faire avec donc un chef de projet territoire des grades et un délégué numérique en santé côté assurance maladie. De demander aux établissements de former, s'ils le souhaitaient, des équipes projet Ségur en établissement
et cette même équipe projet Ségur serait accompagnée par les équipes projet grade assurance maladie, en remplissant un questionnaire en retour avec les personnes qui seraient dans cette équipe au niveau des établissements. On a eu donc entre 32, je crois au départ, établissements qui ont été favorables à cette initiative en demandant un accompagnement de proximité, donc du binôme, pour accompagner en fait le guide de déploiement Mon Espace Santé qui a été créé à l'époque, avec les différentes étapes, c'est-à-dire la sensibilisation au niveau des patients, donc soit avec des stands sur l'établissement, la sensibilisation au niveau du personnel administratif et donc la première étape qui était en fait de trouver des services pilotes, voilà, et on y arrive justement par la seconde étape. Donc voilà toute la démarche qui a été enclenchée avec ces établissements. Et là, dans les semaines qui viennent, en fait, on fait un suivi de cet accompagnement qui a été réalisé au niveau de chaque département pour savoir quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées, les leviers, pareil, et puis les propositions qu'on vous a fait remonter ou qu'on remonte encore. Et donc, je vais laisser la parole à Olivier pour la suite, voir comment ça se passe pour les prochaines semaines à venir. Merci Nathalie. Oui, donc l'objectif effectivement de cette expérimentation plutôt régionale, c'était d'embarquer les équipes territoriales, donc Assurance Maladie et ESEA, dans l'accompagnement des structures pour les porter sur l'utilisation des outils de Mon Espace Santé, donc la consultation DMP, mais aussi la messagerie sécurisée citoyenne. Donc, l'expérimentation nationale, finalement, a permis d'embarquer 3 binômes départementaux, puisqu'on avait donc 3 établissements expérimentateurs, d'ailleurs, que je remercie au passage pour tout le suivi qui a pu être fait sur cette année 2024. Et donc, comme je disais, comme en Nouvelle-Aquitaine, on a 12 départements, nous, l'ambition, c'était vraiment d'embarquer toutes les équipes territoriales, mais aussi les équipes projets, puisque Stéphanie parlait des ambassadeurs, donc Mon Espace Santé, mais on a aussi les équipes projets, Ségur, et ESMS, numérique, tout ça, je vous apprends rien. C'était vraiment d'embarquer tout le monde. Et donc, voilà, donc le fait d'avoir proposé aux établissements volontaires de constituer cette équipe projet, ça a permis d'enclencher finalement un petit peu en avance de phase ce qui nous est demandé là pour cette année 4. Et effectivement, on a quand même plusieurs établissements qui sont déjà dans cette réflexion, qui ont mené une réflexion sur le choix des services pilotes, à la fois pour la consultation, mais aussi donc pour l'utilisation de la messagerie sécurisée citoyenne. Et ça, ça va forcément servir aussi nos intérêts, ou du moins en tout cas le travail qu'on souhaite mener dans l'accompagnement des établissements qui ont candidaté à Open V2, notamment sur l'objectif 8, qui est l'utilisation de la messagerie sécurisée citoyenne, et pour lequel d'ailleurs les établissements doivent valider en CME les parcours. Donc vous voyez, on est vraiment plus dans cette logique-là. Et donc, voilà, donc aujourd'hui, ça nous a aussi permis, mine de rien, de réaliser que selon les typologies d'établissements, les tailles, on est dans des temps qui peuvent être différents. Il y a des petits établissements qui, des fois, fonctionnent plus vite que des gros mastodontes. Et voilà. Et ça, pour nous, on avait vraiment besoin aussi de comprendre l'approche que pourraient avoir les établissements selon leur catégorie. Alors, il y a eu un témoignage de l'HAD. Nous, on est très, très friands justement de comment s'approprient les outils selon ce type d'établissement, HAD, SMR, les établissements psychiatriques, MCO, et même quand je dis MCO, c'est bien vaste. Hein. Et donc, nous, l'ambition derrière, ça sera justement d'apporter une réponse, un accompagnement qui sera le plus près finalement des attentes de ces établissements-là. Voilà. Donc, en tout cas, nous, ce qu'on voulait vous dire, c'est que ce n'est qu'un partage d'expérience de notre région parce qu'on est configuré comme ça. Et on se tient bien sûr à votre disposition si vous voulez prolonger les échanges. Voilà. Donc, je voulais juste rajouter que du coup, on utilise beaucoup le canal de l'ARS qui, bon, il faut quand même bien se l'avouer, est quand même une force de frappe à chaque fois. Les établissements répondent quand même bien présents et qu'on essaye de leur communiquer régulièrement des informations sans les trop sursolliciter, mais plutôt en essayant de leur proposer des choses très ciblées et que du coup, à chaque fois, tous les mois, on propose des webinaires, de l'accompagnement et que c'est vrai que toute cette démarche, ça nous a aidé à appréhender
cet horrible objectif de l'année 4 de 40% de consultation, d'une manière peut-être un petit peu plus sereine, parce qu'effectivement, on avait déjà notre vivier et on a, voilà, on a en tête vers quoi on veut aller. Et cette démarche, elle est bien entamée. Et c'est vrai que c'est aussi du gagnant-gagnant parce qu'on ne demande pas uniquement l'implication des professionnels, mais on se met, comme vous tous, hein, mais beaucoup à leur disposition et on essaie de les tenir informés au maximum de toutes les évolutions. Merci beaucoup. Du coup, on va conclure ici. On verra après si on a un peu de temps pour les questions-réponses. Mais en tout cas, un énorme merci. On vous l'a déjà dit ce matin, mais on le redit devant une audience un peu plus large. Cette expérimentation, elle n'a été possible que grâce à vous, professionnels de santé, établissements de santé, régions. Vous avez vraiment joué le jeu avec voilà, toutes les redites que ça a pu être parfois, tous les irritants, parfois les temps d'attente de code CPS par exemple ou autre. Mais vous avez vraiment, vous n'avez pas lâché et un grand merci pour la richesse de vos retours, pour la bienveillance aussi, parce que vous avez accepté de vous pencher sur un nouveau cas d'usage avec tout ce que ça veut dire de plâtre essuyé. Et donc, comme le disaient Ella et Morgane en introduction, c'est vraiment ça qui nous permet derrière de déterminer les travaux et vraiment les cas sur lesquels on veut se pencher en priorité. Et donc, voilà, on vous a mis un nuage de mots de ce que vous aviez mis en réponse lorsqu'on vous a demandé votre ressenti sur l'expérimentation. J'ai l'impression que c'était assez indolore pour vous aussi, ça va. Donc c'est une super nouvelle. Tu as déjà tout dit, donc merci en tout cas, moi, ça a été un plaisir à titre personnel de piloter cette expérimentation avec du coup les 3 régions que j'ai eues, mais plus globalement, voilà, vous tous, aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de faire votre connaissance et ne serait-ce que dans les ateliers, on voit que c'est un sujet hyper riche qui vous motive, qui nous motive, et donc ça augure de super beaux travaux sur l'année 2025. On lâche rien. On a vu qu'effectivement, il y avait des choses qui bloquaient. On a commencé, comme vous avez vu, à instruire un certain nombre de sujets, mais c'est pas fini. Voilà, on sait que l'arrivée de la vague d'hôpital va permettre de débloquer les choses, mais ça va aussi créer potentiellement d'autres choses à résoudre. En tout cas, on est plus que présent sur 2025 et hyper motivé sur 2025 et 2026 pour faire de la consultation une modalité de travail qui simplifie la vie des soignants et des soignés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il reste quand même 120, 123. C'est un beau score. Je ne sais pas, il y a eu des régulations sur les questions. Est-ce qu'il y a quelques questions où on se dit que ça vaudrait le coup de les soit des partager questions aux pilotes ou des questions à nous? Attends, j'arrive. Bon, déjà, il y a des très bons retours à distance, hein, tous très contents d'avoir ces retours. Après, il y a pas mal de questions sur les profils, mon espace santé, sur l'historique de remboursement, est-il accessible ou non quand le patient a activé. Plein de questions sur la partie consentement. Ne pas freiner par cette partie-là, mais Inès a répondu tout à l'heure et ça dit ouf, ok, c'est bon. Non, mais voilà, il y a eu pas mal de retours. Il y a sur les secrétaires médicales, évidemment, et puis d'autres sur les accès de médecins dans le cadre de la régulation ou de la biomédecine aussi, des questions sur ce sujet-là auxquelles je n'ai pas trop pu répondre, mais du coup, ça sera pour une autre session. Et puis, oui, beaucoup de questions sur la suite et beaucoup de retours positifs sur tous les slogans utilisés et les supports de présentation qu'il faudra utiliser pour accompagner le fait que tous les professionnels de santé puissent y avoir accès. C'est même quelqu'un qui a dit qu'il faudrait qu'il n'y ait pas d'hétérogénéité au sein du territoire. Ok. Bon, super. Il y a une précision, on ne vous a pas dit, mais on a profité d'aujourd'hui pour faire quelques vidéos de professionnels justement expérimentateurs. Et donc, on a tout à fait l'intention de partager ces retours positifs. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas les garder pour nous.
Donc, tout à fait, on va les garder. Du coup, je vous propose qu'on s'arrête là, surtout que la pauvre salle, ils ont le droit à une pause café aussi. Mais en tout cas, un grand merci. Merci aux personnes à distance qui étaient hyper nombreuses. Là, voilà, le nombre de participants est un peu moindre, mais je pense qu'on était aux alentours de 150 participants. 200, ah ouais, 200 participants, belle audience. Merci aux personnes qui étaient à distance d'être restées et puis à très bientôt sur ce même sujet. Merci. Pour nous, il y a le café qui vous attend.